Bonsoir à tous les participants qui sont en train de nous rejoindre cet après-midi pour ce dialogue virtuel qui est organisé par le think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest Wati. Et la thématique qui nous réunit ce soir, c'est la corruption. Donc la question est comment lutter contre la corruption, les pistes d'action de Wati. Et nous avons décidé aujourd'hui d'organiser ce dialogue virtuel pour parler de la corruption parce que le 9 décembre dernier a marqué la Journée internationale de lutte contre la corruption. Et pour cette année 2023, la journée a visé à mettre l'accent sur le lien crucial entre la lutte contre la corruption, la paix, la sécurité et le développement. Et cette journée de 2023 aussi a marqué la commémoration du 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le monde d'aujourd'hui est confronté à de grands défis, des défis qui menacent la prospérité et la stabilité des populations du monde entier. Et selon les Nations Unies, la corruption est étroitement liée à la plupart d'entre eux. La corruption a des impacts négatifs sur tous les aspects de la société et est profondément liée aux conflits et à l'instabilité qui compromettent le développement social et économique et le bon fonctionnement des institutions politiques et de l'état de droit. La corruption aggrave la pauvreté, facilite l'utilisation illicite des ressources et face à cet état de fait, la prévention et la lutte contre la corruption, la promotion de la transparence et le renforcement des institutions sont essentiels si l'on veut atteindre les objectifs de développement durable. Et c'est dans ce sens-là que Wati, le think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest, avait publié en 2016 son premier Mataki, Mataki qui signifie mesure, dans le sens de prendre des mesures, des dispositions, qui a porté sur la lutte contre la corruption. Ce document qui est disponible sur notre site www.wati.org propose des pistes d'action pour orienter l'action collective des citoyens et des décideurs afin de réduire la corruption dans la région. Et donc, c'est essentiellement ces analyses-là et recommandations contenues dans ce document que le directeur exécutif de Wati, M. Juliabi, va vous présenter tout à l'heure. Donc, avant de lui donner la parole, juste rappeler le format que nous voulons interactif de ce dialogue. Et donc, nous aurons un temps majoritairement consacré à l'échange avec les participants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou à utiliser l'icône de la main levée directement pour prendre la parole. Partagez vos expériences, votre lecture de l'évolution des formes de corruption et du niveau et des effets de celles-ci dans vos différents pays. Les personnes qui nous suivent également sur Facebook sont invitées à poser des questions et nous ferons le maximum pour relayer ces questions-là à notre expert. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole directement à M. Juliabi pour le propos introductif avant de revenir vers les participants pour leur donner la parole. Merci beaucoup. Oui, mon Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Mariem, et tous les collègues qui ont aidé à l'organisation de cette nouvelle rencontre virtuelle de Wati. Merci à toutes et à tous d'être présents. J'espère que d'autres vont nous rejoindre en cours de route. Alors, je pense que l'introduction a déjà été bien faite par Mariem. L'idée est vraiment de revenir sur ce qui était en fait le premier sujet de discussion de Wati un peu après la naissance de l'organisation, puisque le premier débat justement portait sur la lutte contre la corruption et nous avions publié ce document appelé Mataki qui essentiellement synthétise des analyses, des perspectives différentes, des documents, des publications sur un sujet spécifique et donc en l'occurrence sur le sujet de la lutte contre la corruption. Et il me semblait important de revenir un peu sur ce sujet des années plus tard parce qu'il s'agit d'un sujet structurel qui, je pense, reste l'un des plus importants en réalité pour tous les pays de la région ouest africaine et en fait probablement pour tous les pays africains et c'est une problématique tout à fait pertinente ailleurs dans le monde aussi. Et aussi, on avait fait ce travail à un moment, je pense, où Wati était encore vraiment dans sa phase de développement. Et donc, je crois que aujourd'hui, il y a un peu plus de personnes qui nous connaissent et qui suivent. Et il me semblait pertinent de revenir là-dessus et de revenir sur ce sujet, vraiment sous la forme d'une discussion interactive. Mariem l'a dit tout à l'heure.
et sous la forme d'une conversation. Et donc, je vais d'abord passer quand même un tout petit peu de temps sur cette présentation. Alors, en soulignant, Marie m'a parlé d'experts tout à l'heure. Alors, évidemment, généralement, à Wati, notre rôle est de réunir des experts, des citoyens autour de questions spécifiques et de les inviter dans des formats de table ronde ou de dialogue. Nous ne sommes pas vraiment des experts, nous sommes des généralistes. Nous essayons de poser, on l'espère, les bonnes questions et de créer un cadre qui nous permet ensuite d'avoir des réponses. Certes, nous avons quelques idées sur les différents sujets, mais les idées nous viennent vraiment de tout le monde et c'est vraiment le sens du think tank citoyen. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas nécessairement pour nous de nous poser un expert, mais plutôt à nouveau de partager ce qui ressort aussi de la littérature, des travaux des spécialistes justement de chacune de ces questions et comment est-ce qu'on peut se servir de ce qui est produit notamment par la recherche, par l'analyse, par des experts qui étudient aussi des expériences concrètes de différents pays. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour nourrir toujours davantage de pistes d'action pour continuer à progresser dans les pays de la région et sur le continent de manière générale. Donc, je ne suis pas du tout un expert de la corruption et de la lutte contre la corruption. Nous aurons sans doute en début d'année prochaine une autre table ronde, cette fois-ci avec plusieurs intervenants sur ce sujet-là, avec une perspective qui va être différente, en tout cas plus large aussi. Mais ce qu'on va faire cet après-midi, ce que je voulais vraiment faire avec vous, c'est revenir sur quelques éléments. D'abord, pourquoi est-ce que c'est un sujet parmi les plus importants pour les pays de la région. Quand je dis parmi les pays les plus importants, c'est vraiment peut-être parmi les deux ou les trois les plus importants, à mon avis, la question de la corruption et partager avec vous une analyse qui est peut-être pas celle qui est souvent attendue. Ce ne sera pas du tout une analyse que ferait par exemple un juriste, c'est une analyse plutôt issue de l'approche économique où on essaye de se concentrer finalement sur le comportement individuel et à partir du comportement individuel, on va faire ressortir des éléments finalement qui permettent justement d'avoir des pistes d'action. Et on va reconnaître finalement dans les mesures habituelles de lutte contre la corruption, des éléments qui viennent directement d'une analyse un peu du comportement des agents économiques et que nous sommes tous. Et je vais partager aussi des éléments sur, au fond, les déterminants qu'on peut considérer justement de la corruption au niveau individuel et qu'on peut là aussi élargir au niveau macro, au niveau d'un pays et terminer par des éléments sur la lutte contre la corruption et le coût aussi de la lutte contre la corruption pour montrer au fond qu'il faut une vision, à notre avis, très réaliste qui ne consiste pas nécessairement à dire on va éradiquer la corruption comme on l'entend souvent des acteurs politiques, notamment lorsqu'ils sont en campagne, mais qu'en fait, l'objectif le plus réaliste est celui de réduire significativement la corruption dans les environnements où on a un niveau de corruption extrêmement élevé, avec des coûts extrêmement importants pour les pays de la région. Donc, c'est pour ça que, voilà, ce n'est pas toujours le cas, mais cette fois-ci, je vais utiliser une présentation PowerPoint. On va progresser ensemble. D'abord, alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet important et pourquoi est-ce que c'est, à notre avis, un des obstacles les plus importants à l'amélioration du bien-être collectif dans notre région? Euh, Juste quelques exemples, hein. En 2017, nous avions publié dans une des rubriques du site de Wati qui s'appelle le choix de Wati, un choix de Wati sur un document publié au Nigeria sur la corruption dans le domaine de la défense. Je retourne vers ce document parce que je pense il est très intéressant. À l'époque, j'avoue qu'au début, je me suis dit non, on a dû se tromper en regardant les chiffres qui étaient donnés dans ce rapport de Transparency International avec une organisation locale au Nigeria tout à fait respectée et avec des détails à nouveau précis sur
ces scandales de corruption dans le secteur de la défense et de la sécurité. Au fond, on estimait que les anciens chefs militaires avaient en gros détourné jusqu'à 15 milliards de dollars. À nouveau, je me suis dit non, ça doit être des milliards de naira, la monnaie nigériane, et donc des millions de dollars, mais non, c'est bien des milliards de dollars. Donc, c'est des sommes absolument considérables. Donc, et c'est une somme qui équivalait à la moitié des réserves en devises du Nigeria, et donc des détournements essentiellement à travers des contrats d'armement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commande du matériel, on commande voilà, des blindés, on commande des avions parfois de combat, on commande des équipements militaires lourds, extrêmement coûteux, dans le cadre notamment de la lutte contre Boko Haram au Nigeria. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'on a en fait de faux contrats ou des contrats en fait, dont les chiffres sont totalement surévalués. Et ben, on se retrouve avec finalement des équipements commandés, payés, mais qui n'existent pas, qui ne sont jamais arrivés. Mais par contre, l'argent, bien sûr, a été décaissé. Et dans ce rapport, donc, on parlait de 55 personnes, des anciens ministres, des chefs militaires, des gouverneurs des États, des banquiers, qui, donc, ensemble, formaient une forme de complexe de corruption pour détourner donc, des milliards de dollars sur une période de 7 ans. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, c'est dans le domaine de la sécurité. L'un des éléments, un instant, dans le domaine de la sécurité, c'est que c'est très facile d'entourer les transactions de secret, puisqu'effectivement, il suffit de dire que c'est du secret défense et donc il faut rendre quasiment inaccessible au grand public et même parfois aux membres du Parlement, en tout cas beaucoup d'acteurs de la société n'ont pas accès à l'information de base sur tout ce qui concerne ces achats d'équipements. Et donc, c'est un secteur qui est particulièrement vulnérable à la corruption. C'est vrai partout dans le monde. On sait qu'il y a eu des scandales aussi dans beaucoup de pays, beaucoup de pays occidentaux notamment, liés au contrat d'armement, parce qu'il y a cette opacité qui permet finalement d'avoir des gens qui bénéficient énormément de ces contrats. Mais c'est intéressant et c'est important de voir que même pour avoir ce niveau de détournement de ressources dans le secteur de la défense et de la sécurité, ce n'est pas seulement un chef d'état-major, ce n'est pas seulement des chefs militaires, ça demande l'implication finalement d'autorités politiques et d'un complexe, d'un système, d'un réseau assez important d'acteurs qui profitent ensemble de la corruption. Un autre exemple, toujours au Nigeria, qui m'a semblé intéressant de mettre en lumière. Alors, ce n'est pas cette fois-ci juste un élément factuel. J'avais écrit avec une collègue, Titi, il y a quelques années, un article sur la corruption, l'inégalité et Boko Haram au Nigeria. Et un des chapitres, on l'avait intitulé les élites étaient en gros occupées à voler lorsque les garçons frustrés étaient en train de se préparer. Et donc, les garçons frustrés, c'est notamment Boko Haram. Pour ceux qui connaissent l'histoire de ce groupe, on sait qu'au départ, c'était Mohamed Youssouf qui était le premier leader de Boko Haram. Et au fond, j'avais essayé de me dire, mais tiens, ben, qu'est-ce qui se passait en fait au moment où ces premiers jeunes qui vont constituer Boko Haram, qui finalement, comme vous le savez, durera pendant des décennies. On a encore aujourd'hui pas réglé le problème, même si les noms des groupes ont changé. Qu'est-ce qui pouvait se passer pendant que quelqu'un comme Mohamed Youssouf, le leader de Boko Haram, le créateur de Boko Haram, grandissait? Qu'est-ce qui se passait au Nigeria? Que faisaient d'une certaine manière les autorités politiques, militaires, sécuritaires de l'époque? Et quand on se pose cette question et qu'on regarde, ben, on se dit, ben, enfin, qui était au pouvoir? Ben, on a eu le général Ibrahim Babangida, on a eu ensuite Sani Abacha, et ça, c'est les années 90. Et donc, quand on regarde un peu l'âge de Mohamed Youssouf lorsqu'il émergeait comme leader d'un groupe protestateur, qui n'était pas au départ un groupe terroriste, ben on voit en fait le parallèle, on peut faire un parallèle entre l'évolution de ce garçon, mais aussi de tous les jeunes finalement qui évoluaient dans le nord du Nigeria à ce moment-là, avec des frustrations, avec des demandes, avec un sentiment de rejet de l'État. Et ben, la manière
dont le pays était géré, effectivement, ben, on avait un niveau de corruption extrêmement élevé. Alors, c'est pas du tout spécifique au régime de Babangida ou au régime d'Abacha, mais c'est vrai qu'avec Abacha en particulier, il y a eu une telle démonstration, un tel nombre de faits très clairs, très évidents, qui montraient l'ampleur de la corruption, à nouveau pas l'existence, mais l'ampleur de la corruption, les sommes dont il était question. Et je pense que ça, on pourrait faire ce parallèle en se disant, ben, regarder en fait comment est-ce que le fait de détourner des ressources importantes d'un pays et le fait de consacrer son énergie, finalement une grande partie de son énergie, de son temps à cela, ben, vous détourne aussi de l'observation de la société, de ce qui est en train de se passer et de la réponse justement aux frustrations des jeunes et des enfants hein, finalement qui deviendront des jeunes et qui deviendront plus tard les membres de ce groupe Boko Haram. Et, et ça, je pense qu'on ne se pose pas souvent la question de se dire, de mettre un peu en parallèle les évolutions. Lorsque les futurs combattants dans les pays de la région, dans les pays du Sahel, lorsqu'ils étaient en train de grandir, ben, qu'est-ce qui se passait par ailleurs dans leur pays, quel était le type de gouvernance, qui était au pouvoir, qui s'occupait d'eux. Et je pense que quand on établit ce parallèle, on comprend fondamentalement que le contexte économique, social est quand même un élément déterminant finalement de ce qui se passe aujourd'hui dans l'ensemble de la région. Et Boko Haram est de ce point de vue intéressant parce que contrairement aux groupes terroristes du Sahel, l'ancrage de Boko Haram, c'est vraiment le Nigeria depuis le début alors que les autres groupes, il y a eu bien sûr d'abord les effets de l'Afrique du Nord avant que les groupes ne soient eux-mêmes extrêmement localisés dans le Sahel et ne recrutent localement. Pour finir sur Abacha, juste pour donner quelques chiffres, rappeler quelques chiffres, en juillet 98, après la mort du président donc Abacha, sa femme avait été arrêtée avec 38 valises remplies de dollars et de livres, la monnaie anglaise. Et on estime que le clan Abacha avait détourné entre 5,5 milliards de dollars et 13,6 milliards de dollars. Un total de 4 milliards de dollars avait été siphonné transféré vers des comptes en Suisse. Et vous le savez peut-être, jusqu'à aujourd'hui, le Nigeria continue à récupérer petit à petit une partie des sommes détournées, pas seulement placées en Suisse, mais aussi dans d'autres pays. Et ça prend des dizaines d'années, des négociations très difficiles, parce qu'évidemment, une fois que vous placez votre argent en Suisse ou ailleurs, ben, ces pays et leurs banques ne sont pas très pressés de les reverser et aimeraient bien les garder. Et souvent, ce sont des sommes qui sont perdues définitivement. Donc ça, c'est juste pour montrer un peu aussi voilà, lorsqu'on dit que c'est un problème important, ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça, c'est vraiment une réalité. Peut-être deux derniers exemples hein, pour montrer que lorsqu'on a une pandémie, lorsqu'on a une situation particulière et qu'on a beaucoup d'argent qui arrive, pour régler un problème. Évidemment, Covid était un énorme problème et donc il y a eu des financements et donc il a fallu prendre des mesures. Et là aussi, ben, systématiquement, lorsqu'on a ce type de situation, on a encore des soupçons très importants de malversation, de corruption dans les pays de la région et on a des faits qui viennent confirmer que ce ne sont pas que des soupçons. Au Cameroun, Covid Gates, il y a eu là encore, et c'est très important, il s'agit de rapports d'institutions tout à fait officiels. Et au Cameroun, ben, c'était là encore tout à fait officiellement l'équivalent donc de la Cour suprême, si mes souvenirs sont bons, qui avait donc mis en avant les malversations d'un montant de 180 milliards de francs CFA. Et il y a tout à fait des enquêtes qui ont été déclenchées. J'avoue que je ne sais pas où est-ce qu'on en est, mais très clairement, jusqu'à l'année dernière, audition du Premier ministre, plusieurs membres de gouvernement, etc. Mais il n'y a pas encore de clarté et de jugement sur sur ces affaires. Même chose au Sénégal, je donne juste ces deux exemples, mais il y en a vraiment plusieurs liés simplement au fonds Covid dans beaucoup de pays africains où systématiquement il y a des histoires et des faits de malversation et de corruption. Au Sénégal aussi, la Cour des comptes, institution tout à fait
officielle a pointé dans un rapport des milliards de francs CFA de dépenses sans rapport avec la pandémie et la justice a ouvert une enquête, mais là encore, on n'a pas vraiment encore le fin mot de l'histoire. Mais tout cet argent, on parle de milliards chaque fois, c'est de l'argent qui aurait pu servir à autre chose, qui aurait pu servir à la santé, qui aurait pu servir à l'éducation, qui aurait pu servir réellement au renforcement notamment des systèmes de santé face à COVID, etc. Et lorsqu'on regarde dans le détail ce type de rapport, et moi j'aime bien faire ça, des rapports d'institutions de lutte contre la corruption ou de la Cour des comptes ou du vérificateur général dans certains pays, mais on a des exemples très concrets. C'est tout à fait documenté comment est-ce que dans une institution, on détourne de l'argent et on fait des surfacturations, etc., etc. Et ça, je pense que quand on s'intéresse aux détails, c'est le seul moyen finalement aussi d'avoir des idées sur comment est-ce qu'on peut lutter concrètement contre la corruption en identifiant les formes que cela prend dans la réalité. Quelques étapes que je vais essayer de franchir, mais rapidement. C'est essentiellement le fait de montrer, et c'est là où l'analyse économique me semble être intéressante, que la corruption relève d'un processus rationnel de décision. Et donc, les voir, il ne s'agit pas seulement donc, de parler de moralité, mais vraiment de se dire, ben, examinons le comportement de corruption et au fond, plaçons-nous dans une situation d'agent économique rationnel qui cherche ses intérêts, essayons de réfléchir à partir de cela. Et donc, on va voir le rôle clé que jouent les incitations, positivement ou négativement, les quelques déterminants du choix de la corruption, la notion de coût moral de la corruption et les coûts de la corruption pour la société dont j'ai déjà commencé à parler. Élément important lorsque nous parlons de corruption, il ne s'agit pas seulement de ce que tout le monde imagine tout de suite, qui est la transaction. Un corrupteur et un corrompu, un policier à qui on donne de l'argent ou qui demande de l'argent. Là aussi, c'est intéressant de savoir qui initie l'acte de corruption. Parfois, ça vient de celui qui a commis une infraction et qui propose de l'argent au policier, mais parfois, ça vient du policier qui va trouver une opportunité pour gagner de l'argent. Mais c'est juste évidemment un exemple qu'on peut répliquer quasiment dans tous les secteurs, notamment les services publics. Mais ce n'est pas seulement ça, la corruption. La définition qui me semble être la plus pertinente, la plus intéressante, c'est justement celle d'un détournement de fonctions publiques à des fins privées. Donc, c'est beaucoup plus large que la transaction de corruption qu'on a en tête. Au fond, c'est vraiment toute utilisation d'une position publique à des fins privées. Et on voit que ça va recouvrir en fait tout un ensemble de qualifications justement juridiques différentes. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment cette idée générale qu'on confie un mandat à des agents publics, que ce soit des acteurs politiques, des responsables d'institutions, des soldats, des policiers qui représentent donc un État et qui ont une fonction de service public, qui vont se servir de cette fonction-là pour leurs propres intérêts et notamment pour gagner de l'argent de manière indue. Mais pour simplifier un peu l'analyse économique, on revient au cadre un peu plus précis de la transaction entre un corrupteur et un corrompu et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Le cadre théorique qu'on utilise, on appelle la théorie du principal agent, c'est qu'on a un État qui va recruter des fonctionnaires et qui va leur donner un mandat. Et donc, il leur délègue en fait un travail, une mission. Et en fait, c'est ce contrat de délégation de l'État vers le fonctionnaire qui va être d'une certaine manière à l'origine de la corruption. Parce qu'au fond, la question qui va se poser, c'est que celui qui délègue, donc l'État, est-ce qu'il a les moyens de contrôler ce que va faire finalement celui à qui il a délégué cette mission? Donc, on va avoir le contrat de délégation, qui est le premier contrat entre l'État et l'administration. Et de l'autre côté, on va avoir le contrat de corruption qui va être établi entre le corrupteur et l'agent. Et donc, pour donner un exemple, entre le policier donc, et le citoyen qui se fait arrêter. Et donc là, les deux vont établir un contrat de corruption. Et à nouveau, tout ça est théorique, mais lorsqu'on se met dans la situation, on voit bien qu'en fait, c'est ce qui se passe sans qu'on ait dans l'idée qu'on est dans un contrat, mais en fait, ce qui se passe chaque fois qu'on a une transaction de corruption, c'est un contrat. C'est un accord illégal qui porte sur le détournement du pouvoir discrétionnaire confié à l'agent et la répartition des gains.
Le pouvoir discrétionnaire de l'agent, du policier, c'est le fait de pouvoir décider de confisquer votre permis et de vous bloquer toute votre après-midi. C'est un pouvoir, en fait, qui lui est délégué par l'État, par sa fonction. Et donc, il peut utiliser cela. Il est conscient qu'il peut l'utiliser et le monnayer, et donc pour gagner de l'argent. Et de l'autre côté, celui qui est arrêté, s'il a commis une infraction, lui, il n'a pas envie peut-être de payer la vraie amende qui est de 10 000 ou de 20 000 francs CFA. Et il se dit, au lieu de payer 20 000 francs CFA à l'État avec un non reçu, je donne 2 000 francs à l'agent. Et finalement, donc, je perds 2 000 francs dans la transaction. Le policier gagne 2 000 francs dans sa poche. Moi, je gagne 8 000 francs si je devais payer 10 000 et que je paye 2 000. Mais finalement, voilà, on se répartit les gains entre le policier et moi. Mais finalement, évidemment, celui qui perd, on voit bien que c'est celui qui a délégué la fonction, c'est l'État, puisqu'il ne va pas récupérer une amende qui devait aller dans les coffres du Trésor public. Et comme tout le monde se dit, l'État, justement, de cette manière, ces personnes, c'est comme si finalement, voilà, ça ne coûte rien, mais en fait, ça coûte quelque chose parce que l'argent qui ne va pas dans les caisses de l'État, c'est l'argent qui ne permet pas à nouveau euh, de répondre aux besoins des populations par les services publics, etc. Donc, c'est un peu ça l'idée de base du contrat de corruption dans l'analyse économique. Et donc, les bénéfices attendus de la corruption vont dépendre des gains qui sont espérés du corrupteur et de l'agent public. Plus l'enjeu est important, plus évidemment la tentation de la corruption va être importante. Donc, pour le corrupteur, il s'agit d'un traitement de faveur, de l'accélération des procédures administratives, ou de contourner des lois et des réglementations, ce que je viens de dire, lorsque vous devez payer une amende parce que vous avez effectivement commis une infraction, si vous ne voulez échapper à cela, c'est là où vous entrez dans une transaction de corruption et pour ne pas payer l'amende. Mais parfois, lorsque vous voulez plutôt obtenir un document dans l'administration auquel vous avez droit et auquel vous avez droit gratuitement, comme vous savez que ça va prendre du temps et on fait tout pour que ça prenne du temps, ça pourrait prendre une semaine, voire 2 semaines, mais l'agent, dans ce cas, il sait que vous avez besoin de cet extrait d'acte de naissance, vous avez besoin de ce document, lui, il le sait, donc lui, son pouvoir discrétionnaire, c'est de contrôler la délivrance de ce document. Et vous voulez avoir votre document, lui, il a le pouvoir de le retarder et il a le pouvoir de l'accélérer. Donc, c'est là où vous avez tout de suite la possibilité d'un contrat de corruption et en se disant, tiens, l'agent public du service civil, par exemple, il va se dire, moi, je peux vous délivrer votre document effectivement tout de suite, mais voilà, vous me donnez 5 000 francs CFA. Et évidemment, tout cela vient en sus du salaire, n'a rien à voir avec le salaire de l'agent. Et pour celui qui cherche un document, il va payer 5 000 francs, mais il va avoir son document pour aller faire voilà, ce qu'il doit faire avec ce document et ça va lui faire gagner une semaine, voire 2 semaines, parce que s'il ne donne rien, l'agent peut tout à fait traîner avant de lui délivrer le document. Et là aussi, on voit tout de suite qu'au fond, puisque les citoyens qui ont besoin de ces services ont besoin de travail des agents de l'État, puisque justement, ils en ont parfois besoin de manière quasiment vitale, les agents de l'État en sont conscients et donc peuvent créer délibérément des difficultés, des lenteurs, précisément pour que sans qu'il n'ait à demander de l'argent pour que les citoyens comprennent qu'il vaut mieux payer s'ils veulent vraiment avoir le service. Et donc, on voit comment est-ce que la corruption, la tentation de la corruption va aussi induire délibérément finalement un dysfonctionnement voulu des services publics et de l'administration. Et derrière, évidemment, l'image de l'État est complètement entachée. Dans les deux cas, pour le corrompu et le corrupteur, la théorie un peu économique des incitations suggère que la probabilité de corruption va être beaucoup plus élevée si le bénéfice attendu, à nouveau, est lui-même important. Alors,
on s'engage, l'agent et le corrupteur vont s'engager dans une relation corruptive dès lors que la valeur, disons, de l'illégalité, donc de contrat de corruption, va être plus importante que la valeur de l'honnêteté. Et ça, c'est l'analyse de Becker depuis 68. Et la valeur de l'honnêteté, c'est-à-dire que l'agent, par exemple, le policier ou l'agent d'état civil qui va choisir d'être honnête, bah, on va estimer que la valeur de cette position va dépendre du salaire qu'il reçoit, de son principal, donc de l'État, de son aversion pour l'illégalité, du pot de vin qu'il va recevoir, mais également de la probabilité d'être mis à pied ou d'être sanctionné et du type de sanction. Donc, au fond, dans le calcul que le policier fait, et certes, il ne va pas décomposer tout ça, mais en fait, de manière automatique, le calcul qui est fait, ben, c'est effectivement un calcul qui va tenir compte du salaire. On peut estimer que moins il est payé s'ils sont traités dans un pays où les policiers ou les agents du service civil sont très, très mal payés. Ben, disons que les 5 000 francs, si c'est un dixième de son salaire, ça ne va pas exactement avoir la même valeur que si c'est un millième de son salaire. Donc, s'il était beaucoup mieux payé, la tentation peut-être d'entrer dans l'illégalité pour 5 000 francs CFA va pas être la même. Donc, il y a l'élément au fond du salaire qu'il reçoit de l'État qui va être un des déterminants de sa tentation et de son choix finalement d'entrer dans une transaction de corruption. Ça va dépendre de son aversion pour l'illégalité. Et ça, c'est intéressant. C'est un peu la notion de coût moral de la corruption. On n'est quand même pas tout à fait à l'aise a priori, d'entrer dans une relation de corruption et de gagner de l'argent parce qu'on est totalement conscient qu'on est en train de faire quelque chose d'illégal et au fond aussi d'immoral. Donc, mais l'aversion, le degré d'aversion, hein, d'hostilité ou de tentation par l'illégalité, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et je crois que ça, c'est aussi une réalité. Au fond, le degré d'honnêteté, pour simplifier, n'est pas le même en fonction des individus. Il y a beaucoup d'éléments explicatifs dans l'éducation, etc. Mais c'est sûr que c'est un élément qui va entrer en compte et qui va expliquer que deux agents différents, deux policiers différents ne vont pas avoir nécessairement le même comportement. L'un va choisir le contrat de corruption et l'autre va rester ferme et il va demander à ce qu'on paye une amende enregistrée alors qu'ils ont le même salaire. Et donc, ce qui fait la différence, ça va être un peu cette notion de coût moral de la corruption, d'aversion pour l'illégalité. Et là aussi, on va voir comment est-ce que c'est un élément peut-être qu'on peut influencer par des mesures et par des politiques. Mais l'entrée en corruption va dépendre aussi évidemment du pot de vin, donc de l'argent hein, concrètement que le corrompu va gagner dans la transaction. Si c'est 5 000 francs, bon, peut-être qu'il va se dire, bon, ça ne vaut pas le coup. Si c'est 15 000, bon, si c'est 100 000, et qui gagne 200 000 par mois, c'est peut-être pas exactement la même chose. Et là, je prends des exemples de policiers dans la route, mais imaginez-vous que ça, alors je parlais des contrats d'armes, en fait, ça s'applique à des transactions de toute valeur. Donc, ce qui est valable pour une transaction de 5 000 francs CFA au niveau de l'analyse, c'est exactement la même question qui se pose pour des transactions d'1 milliard de francs CFA. Et sauf que, évidemment, lorsque l'enjeu, c'est 1 milliard de francs CFA et que l'agent en question est un cadre supérieur qui est payé peut-être 500 000 francs CFA, voire 1 million par mois, donc plutôt bien payé, on peut même dire confortablement payé. Mais enfin, s'il a, lui, le droit, il a un pouvoir discrétionnaire d'accorder un contrat ou d'accorder un marché qui va lui rapporter directement en une transaction 10 millions de francs CFA alors qu'il gagne 1 million de francs CFA par mois, vous voyez bien qu'il peut être tout à fait tenté. Donc, l'analyse, en fait, est exactement la même, quelle que soit la valeur, en fait, de la transaction, les déterminants sont les mêmes. Et l'autre élément qui est essentiel dans le calcul qui va être fait par le policier au bord de la route ou par le cadre supérieur dans un ministère qui attribue des contrats ou des marchés, ça va être la probabilité au fond, d'être arrêté, d'être détecté. La probabilité qu'il soit identifié comme étant corrompu. Et ça, c'est clair que lorsque le policier prend la décision, il pense à ça, c'est pour ça qu'il va essayer de faire en sorte que l'argent lui soit donné discrètement. Si on est dans un contexte où il y a des caméras partout, dans une ville,
effectivement, ben, le policier, il va faire attention à ne pas prendre de l'argent parce qu'il y a des caméras de surveillance et s'il le sait. Si vous êtes dans un environnement où vous savez que vous n'avez aucune chance ou très peu de chance d'être détecté, finalement, ben, évidemment, vous tenez compte de ça et donc vous allez être beaucoup plus porté à entrer dans une transaction de corruption. Dernier élément, la probabilité d'être au fond détecté. Ben, ça va être aussi, ensuite, un élément important va être le type de sanction. Si vous êtes dans un environnement ou même lorsque vous êtes détecté comme ayant reçu de l'argent indûment, finalement, la sanction est très légère ou quasiment pas de sanction. Bah, dans ce cas, même si vous vous faites prendre, vous savez que vous n'encourez pas vraiment un risque très important. Mais si vous êtes dans un environnement au contraire où vous savez que si vous vous faites détecter, vous allez être envoyé systématiquement, par exemple, et alors que vous aviez un contrat d'agent public garantie de salaire pendant 3 décennies de travail, bah, là, vous allez réfléchir davantage parce que le risque est beaucoup plus important lorsque vous rentrez dans une transaction de corruption. Donc, tous ces éléments, au fond, ressortent d'une analyse microéconomique du comportement individuel. Donc, c'est ce que je disais sur la question de la détection et la question de la sanction. C'est important parce que, en termes de réponse dans les politiques de lutte contre la corruption, on voit bien tout de suite que tous ces déterminants individuels sont aussi des clés, des outils, des endroits, c'est ça qui va offrir en fait des mesures possibles pour contrer la corruption. Donc, par exemple, augmenter les risques pour le corrompu, c'est augmenter les chances qu'il soit détecté. Donc, en fonction du domaine dans lequel on parle, vous pouvez penser à toutes les mesures que vous pouvez mettre en place pour que le risque d'être détecté soit plus important. Et ça va influencer le niveau de corruption ou le nombre de personnes qui vont être tentées par la corruption et qui vont effectivement faire le choix de la corruption. Si vous augmentez les sanctions, ça aussi, ça va jouer un rôle. Mais ça ne va jouer un rôle que si, en même temps, vous avez la possibilité de détecter. Si vous avez des sanctions très lourdes qui sont prévues, mais qu'en fait, les agents ont très peu de chances d'être détectés dans leurs transactions de corruption, finalement, ça ne sert à rien d'avoir des sanctions très lourdes. Donc, il faut vraiment avoir les deux éléments, augmenter la probabilité de détecter des transactions de corruption et en même temps augmenter les sanctions. Et là, ça peut avoir un impact important. Et c'est d'ailleurs ce que soulignent un peu quelques études sur la question qui ont essayé de voir dans quelle mesure l'existence des dispositifs de contrôle et des sanctions permet de diminuer la corruption. Ce qu'on voit, c'est en réalité que ce n'est pas l'existence de dispositifs de contrôle et les sanctions prévues par la loi qui a de l'impact, c'est leur efficacité et leur crédibilité qui vont influencer le comportement de corruption. Donc, dans beaucoup de nos pays, vous avez des règles qui sont très dures, vous avez des sanctions, mais en fait, vous n'avez pas une grande efficacité, surtout vous n'avez pas de crédibilité. Si les gens ne croient pas vraiment que vous êtes sérieux dans votre lutte contre la corruption, en réalité, vous avez un dispositif qui est en place, mais il n'est pas effectivement appliqué et donc il n'a pas d'impact sur le comportement des agents publics. Un élément aussi un peu de complexité, surtout là aussi qui nous montre que chaque fois qu'on réfléchit à des mesures de lutte contre la corruption, il faut anticiper les faiblesses de ces mesures. C'est que vous dites, par exemple, pour lutter contre la corruption, plutôt que d'avoir un fonctionnaire qui va avoir un grand pouvoir de décision discrétionnaire, ce qui va lui offrir la possibilité de monnayer cela, vous allez avoir un groupe, par exemple. Donc, vous avez effectivement plusieurs personnes qui vont prendre des décisions au niveau des marchés publics et on se dit, en fait, tout le monde ne va pas nécessairement être corrompu. En tout cas, si vous avez un groupe de personnes, c'est un peu plus difficile que si vous avez une personne qui prend une décision importante qu'il peut monnayer. Mais en fait, on voit bien que la parade, ça va consister finalement à ce que tout le groupe soit corrompu et qu'ils s'entendent sur le fait de gagner dans des transactions de corruption et de se partager les pots de vin. Et ça, dans la réalité, on l'observe, c'est au fond une mutualisation des bénéfices de la corruption. Et ça va rendre totalement inefficaces des procédures de contrôle interne. Si vous avez des contrôles internes dans un ministère ou dans une institution, mais en fait, les contrôleurs eux-mêmes,
ils s'entendent avec ceux qui doivent contrôler, ben, c'est fini. En fait, la corruption va continuer sans problème. Elle pourrait même s'aggraver parce que les contrôleurs qui doivent contrôler les agents publics font partie du système de corruption et se redistribuent donc les bénéfices de la corruption. Vous savez que tout le monde pense dans beaucoup de pays de la région qu'on a ce type de système dans des services, notamment des douanes et d'autres administrations. Au niveau de la recherche, Bakouri Farid, qui était ministre au Bénin, mais qui est aussi au départ un chercheur en 2001, à l'époque, je pense dans le cas du LASEL, avait publié un article empirique donc, qui montrait concrètement qu'effectivement, on avait des systèmes de partage hein, des recettes des activités de corruption au niveau du port de Cotonou. Et c'est exactement ça. C'est la possibilité finalement d'avoir tout un complexe de corruption où des gens s'entendent y compris ceux qui doivent contrôler, ben, pour partager les bénéfices de la corruption. Et c'est pour ça que pour avoir des mesures de lutte contre la corruption, la perspective de contrôle externe semble être plus pertinente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des contrôles internes, mais il faut bien être conscient de la faiblesse des procédures internes et des contrôles internes. Et donc, parce qu'il y a cette possibilité de collusion pour que les gens se partagent les bénéfices de la corruption. Alors que si vous avez des mécanismes de contrôle externes, ben, on peut penser que ce sont des gens qui sont externes à l'institution en question qui vont a priori avoir plus de possibilités de détecter effectivement de la corruption et de ne pas entrer en collusion avec les corrompus. Mais évidemment, là aussi, il n'y a pas de garantie. Les contrôleurs externes aussi peuvent être cooptés, mais c'est un peu plus difficile, un peu plus risqué parce que vous ne les connaissez pas. Alors qu'en intérieur d'une administration, à l'intérieur des douanes, à l'intérieur, ben, vous avez des collègues, vous avez des gens qui ont fait les mêmes formations, vous avez des gens qui se connaissent très bien. Et donc, la possibilité de s'entendre finalement pour qu'il n'y ait pas de contrôle est beaucoup plus élevée. Contrôle externe, c'est aussi le rôle justement ben, de la presse libre et indépendante et compétente. C'est très important pour pouvoir justement mettre le doigt sur des scandales de corruption. J'ai parlé des fonds Covid tout à l'heure. La presse dans des pays, dans tous les pays, lorsqu'on a une presse forte, indépendante, avec des gens très compétents, parce que ce n'est pas des transactions faciles à identifier, mais souvent c'est pour des gros dossiers, ben là aussi la presse peut être en fait un élément clé qui va soulever des questions, qui va faire de véritables enquêtes, mais on a malheureusement assez peu de médias d'investigation qui sont capables de faire ce type d'enquête dans nos pays pour beaucoup de raisons et parce que lorsqu'on s'attaque à notamment des autorités politiques, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus risqué. Le rôle des agences anticorruption, ça c'est extrêmement important. Là aussi, ben, ce n'est pas du contrôle interne, mais c'est des institutions qui ont un vrai mandat de lutte contre la corruption ou de vérification des comptes publics, les cours des comptes, vérificateur général, notamment au Mali, et des équivalents dans beaucoup de pays. Ça, c'est une clé très importante, mais là aussi, il ne suffit pas d'avoir une agence anticorruption. Il faut surtout voir dans quelle mesure elle a les ressources pour faire son travail, dans quelle mesure elle peut travailler de manière indépendante, dans quelle mesure ces rapports ne peuvent pas être classés par celui qui les reçoit, souvent le président de la République, et dans quelle mesure ces rapports sont publics et peuvent être finalement récupérés par la société civile également pour faire pression pour que les dossiers aboutissent notamment à la justice. Alors, je vais dire quelques mots hein, sur la question des salaires. Hein. La question, est-ce que la faiblesse des salaires est un élément déterminant du niveau de corruption? Alors, il y a pas une réponse simple à cela, contrairement à ce qu'on peut penser. Théoriquement, on pense que la corruption va être corrélée avec le niveau des salaires, c'est-à-dire que plus vous avez des gens qui sont mal payés au niveau de l'administration d'un État, bah, plus vous allez avoir de corruption. Théoriquement, oui, c'est ce à quoi on s'attend. Si on estime, si tous les autres facteurs ne varient pas, bah, plus effectivement le salaire est bas, plus on va avoir de la corruption. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que l'augmentation des salaires va suffire à diminuer la corruption. Et ce que la littérature, les enquêtes montrent, c'est que
notamment une enquête en Argentine, l'impact du salaire sur la corruption va dépendre de la probabilité de détection. Donc, si vous augmentez les salaires, mais qu'en fait, vous n'augmentez pas la possibilité de détecter des actes de corruption, donc en l'absence de contrôle, une augmentation de salaire peut n'avoir aucun impact sur le comportement de corruption. Parce que, en fait, à nouveau, si vous avez gagné 100 000 francs, on a une augmentation de salaire, vous êtes à 200 000 francs, mais que même à 200 000 francs, vous avez la possibilité de gagner 1 million de francs. C'est pas sûr que parce que votre salaire est passé de 100 000 à 200 000, vous n'allez pas accepter d'entrer dans une transaction de corruption qui va vous rapporter 1 million. Donc, à nouveau, l'effet n'est pas automatique et ça, c'est aussi un élément très important. Je crois que dans la réflexion sur les fonctions publiques dans les pays de la région, la question des salaires est extrêmement importante, la question des conditions de manière générale, au-delà des salaires, est extrêmement importante. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire de ce côté-là. Mais à nouveau, l'augmentation, l'amélioration des conditions doit aller avec beaucoup plus de capacité de détection de la corruption et avec des sanctions beaucoup plus importantes. Et là, effectivement, on peut dire, ben, vous êtes bien payé, mais effectivement, de cette manière, il y a une tolérance zéro pour la corruption. L'autre déterminant, c'est le coût moral de la corruption. C'est ce que j'appelais un peu l'aversion ensuite pour la corruption, ce qui est un élément très individuel. À nouveau, il y a des gens qui sont plus honnêtes que d'autres, même si, à nouveau, on peut expliquer d'où vient cette honnêteté qui va être façonnée par l'éducation, par le modèle incarné par les parents, peut-être aussi par le travail de l'éducation nationale, etc., etc. Mais et donc, la corruption va dépendre aussi de l'aversion pour l'illégalité du corrupteur et de l'agent public. Et dans la littérature, on s'interroge sur l'effet de la culture, l'effet de la religion, l'effet du genre, l'effet de la classe sociale. Est-ce que ces éléments vont déterminer le degré de tolérance pour la corruption? Et donc, il y a un peu le pendant du degré d'aversion pour la corruption. Discussion aussi intéressante au niveau, disons, intellectuel sur l'argument un peu culturaliste. Beaucoup de gens, il faut le dire dans la littérature, voilà, pensent qu'il y a des spécificités culturelles et en particulier que l'intensité de la corruption en Afrique serait liée voilà, à des spécificités culturelles. Le flou de la frontière entre la sphère publique et la sphère privée, la primauté des attaches communautaires et ethniques, l'existence la pratique d'une redistribution informelle. Et tout cela conduit en fait à faire de la corruption une pratique sociale naturelle, acceptée finalement par tous. Je crois qu'il ne faut pas, je crois qu'évidemment, il faut rejeter le côté qui peut être très proche du racialisme et voire du racisme d'arguments culturalistes. Et évidemment, bien rappeler que la corruption est partout, elle n'est pas seulement en Afrique, et elle est très élevée, elle a été très élevée aussi dans beaucoup de pays en Europe, en Asie, en Amérique, mais il y a des pays où il y a eu, voilà, il y a eu vraiment, on peut identifier les moments où ils ont décidé de lutter contre et de réduire considérablement des niveaux de corruption. Mais je pense qu'il faut aussi admettre qu'effectivement, ben, nous sommes différents, nous avons des cultures différentes et il y a plus de dans les relations qu'on peut avoir dans beaucoup de pays africains, culturellement, il y a très vite, on passe très vite d'une relation professionnelle à une relation amicale, fraternelle, et qu'effectivement, ben, ça rend plus difficile le contrôle, ça rend plus difficile parfois l'application de sanctions, et c'est une réalité. Donc, ce n'est pas une question c'est une question de anthropologique, une question de relations sociales. Et si on ne tient pas compte de cela, on ne peut pas, à mon avis, aussi avoir les bonnes mesures de lutte contre la corruption. Si on ne tient pas compte de la manière dont nos sociétés fonctionnent, donc ça veut dire que on va pas dire que on l'accepte la corruption parce que ça ferait partie de notre mode de vie, mais on va dire, mais connaissant notre mode de vie, connaissant notamment les relations à nouveau personnelles qui se tissent très vite, ben, comment est-ce qu'on fait malgré cela, d'une certaine manière, à mettre en place des systèmes qui vont contrôler et qui vont sanctionner. Je pense que c'est extrêmement important et la preuve que ce n'est pas une question africaine, lorsqu'on discute avec par exemple, des Italiens, notamment du sud de l'Italie, ils vous expliquent au fond un peu exactement la même chose. Le fait que, voilà, on a des gens qui s'entendent très vite,
bascule très vite d'une relation professionnelle à une relation amicale et ben, très vite, il devient quasiment impossible vraiment d'obtenir le niveau de rigidité dans l'application de la loi, de rigidité dans le respect des règles et évidemment, ça aboutit à un niveau de corruption qui va être très élevé et ça a un coût pour la société. Donc, trouver d'une certaine manière la manière de gérer, de garder notre convivialité, notre manière de vivre, mais tout en se rendant bien compte que dans l'exercice notamment des fonctions publiques, on ne peut pas se permettre d'avoir pas de contrôle, pas de sanctions et que cela ouvre la porte effectivement à des scandales permanents et à un gaspillage énorme de ressources publiques. Et cela ouvre aussi la porte en fait à une augmentation des inégalités. Je vais en parler à la fin de cette présentation. Tout un élément, on s'interroge aussi hein, sur la question, par exemple, du genre. Est-ce que notamment au niveau individuel, la tentation de la corruption est moins forte pour les femmes que pour les hommes? Les études ont tendance plutôt à confirmer cela. Et au niveau politique aussi, il y a des études qui montrent que les pays où la représentation des femmes dans la vie politique est élevée sont aussi ceux qui présentent les niveaux de corruption les plus faibles. Donc, il semble y avoir une sorte de tolérance moins importante pour la corruption de la part des femmes. Évidemment, il ne s'agit pas là d'avoir un raisonnement individuel. Il y a des femmes corrompues, il y a des hommes corrompus, mais en moyenne, et on a des éléments qui semblent quand même indiquer qu'effectivement, ben, plus on a une représentation des femmes, notamment dans la sphère publique, ben, moins on a de corruption. La corruption s'auto-alimente, oui. On a vraiment l'impression d'être dans le cas des pays africains, de beaucoup de pays africains, pas tous, parce qu'il faut voir les classements. Il y a des pays, l'Afrique du Sud, le Botswana, enfin, il y a des pays qui sont mieux classés, beaucoup mieux classés que d'autres, le Cap-Vert, en Afrique de l'Ouest. Donc, attention à ne pas généraliser et à bien voir les différences entre les pays africains. Mais il y a un élément qui est vraiment un élément de cercle vicieux de la corruption, c'est qu'elle s'auto-alimente. Plus vous avez de corruption, plus le sentiment de culpabilité qui va être engendré par la corruption va diminuer. Au fond, si tout le monde vole et que tout le monde pense que tout le monde vole, c'est celui qui ne veut pas voler, qui n'est pas normal, pour dire les choses très, très simplement. Et c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment dans beaucoup de pays où on a un système finalement de banalisation de la corruption que ben, celui qui, dans une administration, celui qui, dans un service, dans un corps particulier réputé très corrompu, qui ne va pas être corrompu, il risque très vite d'être isolé et finalement d'être perçu comme l'élément à neutraliser et à expulser le plus vite possible de ce service, parce qu'il dérange évidemment le fonctionnement du système qui est devenu un fonctionnement normal. Donc, plus on a un niveau de corruption élevé, plus en fait on a encore plus de corruption parce que tout le monde se dit que tout le monde est corrompu et donc ça ne sert à rien finalement d'être honnête. Et deuxièmement, voilà, plus vous êtes dans un environnement qui est corrompu, plus vous dites que si vous allez voir au hasard un fonctionnaire, vous avez plus de chances que ce fonctionnaire soit corruptible. Donc, on a vraiment cet élément d'auto-alimentation et qui met les pays dans des cercles vicieux de systèmes de corruption dont il est extrêmement difficile de sortir. Je vais finir par... alors, il me reste encore deux étapes quand même. Sur le coût de la corruption, en revenant là-dessus, c'est un extrait à nouveau d'un livre de Robert Klitgard, qui est un spécialiste de la corruption, une analyse que je trouve extrêmement intéressante de la corruption, où justement il montre aussi, hein, il détaille un peu le coût de la corruption. J'ai commencé par ça tout à l'heure en parlant du Nigeria, en parlant des exemples de détournement des fonds Covid, mais il faut bien voir que dans les effets les coûts de la corruption pour la société, vous avez un coût en termes d'efficacité, évidemment le gaspillage de ressources, des dégâts collectifs, ça dénature les politiques publiques. Ça, c'est des coûts en termes d'efficacité. Souvent, on ne voit que ça. On ne voit que l'effet, bon, il y a 2 milliards qui ont été détournés. C'est 2 milliards qui auraient pu être dans la santé, dans l'éducation, voilà, dans l'investissement pour l'énergie, etc. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Vous avez aussi un effet de redistribution. La corruption va redistribuer des ressources en faveur des riches et des puissants.
Et ça, on voit bien que c'est extrêmement grave. C'est pas juste que ça diminue les ressources à disposition d'un État pour des services publics. Ça va rendre plus riches ceux qui ont le pouvoir, parce que ceux qui ont le pouvoir politique, notamment, vont avoir un accès plus important aux ressources de la corruption. Ceux qui ont le pouvoir militaire ou le pouvoir parce ils sont policiers, eux aussi, ben, ils vont avoir plus de possibilités de gagner de l'argent par la corruption que les autres. Et donc, en fait, et on se rend bien compte, ce ne sont pas les plus pauvres dans une société qui ont le plus de chances d'avoir des opportunités de gagner des revenus de la corruption. Ce sont les plus riches, ce sont les mieux placés. Donc, on a un effet non seulement d'inefficacité, mais on a aussi un effet qui est inégalitaire parce qu'on redistribue finalement les ressources en faveur des plus riches. Et plus on est riche et puissant, plus on a des opportunités d'une certaine manière de continuer à s'enrichir par la corruption. Il y a un troisième effet sur les incitations. Pour moi, c'est peut-être même le plus important et qu'on voit encore moins. C'est que ce n'est pas juste, lorsque je parlais des militaires au Nigeria et des complexes politico-militaires qui détournent de l'argent, on a vu des cas aussi dans le Sahel, le scandale au Niger, etc., et au Mali. Il faut bien se rendre compte que pour détourner de l'argent dans ce type de marché, c'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qui doit être pensé, c'est quelque chose, il faut bien faire attention à la manière de faire ces surfacturations, il faut bien faire attention à la manière d'attribuer des marchés, il faut bien faire attention. Donc, c'est du travail. Le travail pour s'enrichir avec la corruption, c'est un vrai travail. Donc, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et ça veut dire que c'est du temps et de l'énergie que notamment les fonctionnaires devraient consacrer à leur travail, qui vont consacrer en fait à la manière de trouver les moyens de s'enrichir. Et ça, c'est du plus haut niveau au plus bas niveau. Et donc, c'est un effet d'incitation qui est extrêmement puissant. Ça veut dire qu'on ne fait pas ce pour quoi on est payé. Et lorsque vous imaginez cela dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la défense et de la sécurité, vous voyez bien que les coûts pour la société sont énormes. Lorsque vous avez un niveau de corruption qui fait que tout le monde ou presque est systématiquement en train de chercher dans chaque mesure, dans chaque politique, dans chaque action, les moyens de gagner plus d'argent parce que l'opportunité est là de gagner plus d'argent et accessoirement, peut-être parce qu'ils sont effectivement très, très mal payés. Et le dernier élément ici, c'est l'impact aussi politique qui est extrêmement important. Évidemment, lorsque vous avez une corruption très importante perçue par les populations, ben, vous avez une désaffection populaire, vous avez une désillusion et cela entraîne aussi l'instabilité politique. Et je crois que ce qu'on observe dans les pays de la région, dans une large mesure, c'est aussi un rejet des États parce qu'on estime qu'ils ont été souvent gouvernés par des gens corrompus. Que ce soit vrai finalement, que ce soit parfois exagéré, c'est de l'ordre de la perception, mais la perception est produit des résultats. Les gens n'y croient pas, les gens pensent que les gens sont corrompus, parfois même lorsqu'ils ne sont pas corrompus, dès lors que les gens sont convaincus que toutes les autorités politiques sont corrompues, vous avez une véritable menace en fait notamment à la démocratie, lorsque vous avez un niveau de corruption qui est extrêmement élevé. Dernier élément analytique intéressant, là encore, dans l'approche économique, qui n'est pas une approche à nouveau morale, mais une approche qui se base sur les comportements des êtres humains et leur tentation naturelle de gagner plus d'argent. Vous avez cette idée que lorsqu'on lutte contre la corruption, il ne faut pas oublier que la lutte elle-même a un coût. Donc, vous avez le coût de la corruption et vous avez le coût de la lutte contre la corruption et le coût de la suppression de la corruption. Et là aussi, c'est un extrait du même livre de Robert Tilgard là, que je vous montre sur le niveau optimal de corruption. Donc, c'est très choquant de parler de niveau optimal de corruption. C'est optimal, ça veut dire que d'une certaine manière, c'est ce qu'il faut rechercher dans un pays, d'atteindre le niveau optimal de corruption. Donc, le niveau optimal de corruption, c'est là où, en fait, le coût de la corruption est le même que le coût de la suppression de la corruption. Ce que je veux dire, c'est que ce que l'analyse économique veut dire, c'est que si vous devez lutter férocement contre la corruption, vous voulez éradiquer la corruption, ce que ça va vous demander comme mesure, par exemple, mettre des agents de contrôle, les multiplier par 10 ou par 100, vous allez réduire la corruption. Ça va peut-être pas disparaître, mais c'est clair que si vous avez un agent de contrôle et que vous passez à 10 agents de contrôle dans un service qui vont être dédiés
à repérer les actes de corruption, évidemment, vous allez avoir un résultat. Mais ces 10 personnes que vous allez recruter ont un coût aussi. Et donc, toutes les mesures anticorruption, il faut aussi évaluer le coût de ces mesures et d'une certaine manière, savoir voilà, à quel niveau il faut se situer pour réduire significativement la corruption, notamment éliminer la corruption lorsqu'elle devient systémique et la ramener à un niveau, je dirais, qui est acceptable. Parce que, en fond, toutes les sociétés, vous n'avez pas de niveau zéro de corruption, ça n'existe pas, mais l'objectif doit être, lorsque vous êtes à un niveau de corruption de 100, lorsque vous passez à 80, c'est déjà un progrès important. Lorsque vous passez à 50, c'est un progrès très important. Donc, là aussi, le fait d'avoir cette approche, je pense, économique, réaliste, ça permet de se départir des discours politiques d'éradication de la corruption et de se concentrer sur le fait de réduire progressivement les niveaux de corruption et par des mesures qui sont absolument concertées et bien pensées. Dans le document de Mataki auquel je vous renvoie, donc vous avez le détail un peu des 5 blocs de recommandations que nous avions formulés à l'époque en 2016 sur le recrutement des fonctionnaires, sur le fait de faire des audits organisationnels des institutions, ça veut dire prévention, en fait, beaucoup plus important. Prévenir, c'est bloquer le maximum de possibilités de corruption dans les administrations, partout. Et ça, parfois, c'est beaucoup plus efficace par l'informatique. Le fait d'informatiser un service, notamment de douane, etc., peut permettre de lutter de manière beaucoup plus efficace contre la corruption que toutes les autres mesures. Donc, c'est vraiment la prévention, c'est repérer toutes les failles par lesquelles, finalement, passe la corruption et essayer de les réduire ou de les bloquer. Donc, c'est vraiment la politique de prévention. Et généraliser les systèmes d'information qui vont permettre aux citoyens aussi de participer à la lutte contre la corruption, c'est extrêmement important. Changer l'attitude des populations face à la corruption et notamment à travers l'éducation civique et morale dans les programmes scolaires, ça me semble être extrêmement important. Travail au niveau des journalistes d'investigation et la protection de ces journalistes et des lanceurs d'alerte qui vont dénoncer des scandales de corruption, c'est extrêmement important. Je pense que le travail des journalistes, il devient très dangereux essentiellement lorsqu'ils travaillent sur des questions d'argent, lorsqu'ils s'attaquent juste sur des questions politiques, etc. Généralement, ils ne sont pas menacés, leur vie n'est pas menacée, mais quand on s'attaque à des gros scandales de corruption, on peut être littéralement éliminé. Donc, c'est important d'avoir des dispositifs de protection des journalistes. Je vais passer ces slides parce que j'ai dit presque pas loin d'une heure, mais c'est des éléments en fait qui reprennent un peu le détail de certaines des pistes d'action que nous avions élaborées en 2016 déjà et qui ne sont pas une forme de réponse précise à la question de la lutte contre la corruption, mais c'est surtout donner des pistes qui peuvent nous permettre, au moment où on a à un moment donné une véritable volonté politique, un leader politique qui a vraiment envie de réduire la corruption, avoir des pistes qui peuvent permettre de le faire essentiellement par de la prévention et en augmentant aussi la demande de transparence, la demande d'intégrité de la part des populations. Donc là aussi, c'est un peu une vision économique. Il faut à la fois travailler sur, je dirais, les mesures anticorruption au niveau des États, mais il faut aussi travailler à stimuler la demande de moins de corruption de la part des citoyens. Et ça peut se faire notamment par des campagnes d'éducation, par des campagnes d'information sur les coûts réels de la corruption dans la santé, dans l'éducation, dans la sécurité, être extrêmement concret sur ce que ça veut dire d'avoir 1 milliard de détournés du système de santé, savoir que c'est des vies qui sont en jeu, des gens qu'on tue littéralement par la corruption. La corruption tue, et si on réussit à montrer aux citoyens, aux enfants, aux jeunes, à tout le monde, que la corruption tue littéralement et on passe par des exemples concrets pour montrer à nouveau le caractère extrêmement dévastateur de la corruption. Je pense qu'on va progressivement renforcer la demande d'intégrité et finalement créer un environnement hostile à la corruption. Pour terminer, juste rappeler peut-être quelques éléments de conclusion. Lutter contre la corruption implique de recourir à de multiples mesures en même temps. Ça, c'est très important, avoir une approche globale, éviter le terme holistique très à la mode, mais c'est vraiment ça. Il faut avoir à la fois travaillé à la fois sur
sur les audits organisationnels, bloquer les lieux de fuite de l'argent public dans les ministères. Lorsque vous parlez avec des agents de l'État qui ont travaillé dans les ministères, ils savent très bien comment est-ce que ça peut être très facile finalement d'avoir en interne des réseaux d'enrichissement individuel alors que ben, les citoyens n'ont aucun accès à l'information pour savoir ce qui se passe. Donc, il faut imaginer l'ensemble de ces mesures en même temps. Travailler aussi donc sur la demande d'intégrité de la part des citoyens. S'inspirer des travaux de recherche et des expériences de nombreux pays dans le monde qui ont réduit la corruption. C'est comme dans tous les domaines, la recherche existe sur la corruption, des expériences existent, des pays qui ont fait des progrès importants, on a documenté comment est-ce qu'ils ont fait. Donc, si on veut vraiment réduire la corruption, on peut le faire en se basant sur ce que d'autres ont fait et sur des travaux existants. L'importance cruciale des mesures de prévention, je l'ai déjà dit. Vous constaterez que j'ai très peu parlé finalement de la justice, précisément pas parce que ce n'est pas important, mais parce que si vous arrivez au niveau de la justice, ça suppose déjà que vous avez détecté les cas de corruption, que vous avez des procédures, etc. Donc, le mieux, c'est de travailler à nouveau à la prévention parce qu'en fait, il n'y a que quelques cas de toute façon qui viennent à la justice et la lutte contre l'impunité, c'est important. Mais si vous n'avez pas de capacité de détection, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir des sanctions très lourdes au niveau judiciaire parce qu'au fond, il n'y a que quelques personnes qui vont être attrapées et souvent, parfois, simplement parce que ce sont des adversaires politiques et pas parce qu'on veut vraiment lutter contre la corruption. Savoir ce qu'il faut faire ne suffit pas. Ça, c'est un élément important lorsqu'on fait des recommandations. Il ne suffit pas de dire voilà ce qu'on devrait faire comme mesure. Il faut aussi anticiper les obstacles aux mesures. Lorsque vous luttez contre la corruption, il y a des gens dont leur vie dépend de la corruption. Ils ne vont pas s'asseoir et vous laisser lutter contre la corruption et leur enlever quand même ce à quoi ils tiennent vraiment leur confort. Et donc, il faut anticiper les obstacles les plus puissants, créer des coalitions pour que finalement, on puisse avancer petit à petit vers des sociétés avec un niveau de tolérance moins élevé face à la corruption. Donc, il faut réfléchir à comment on fait, avec qui on construit des coalitions et comment est-ce qu'on fait à nouveau pour, d'une certaine manière, gagner de plus en plus de monde qui comprennent que ce n'est pas l'État qui perd, c'est nous tous qui perdons. C'est nos pays que nous mettons en danger lorsque nous laissons se développer un complexe de corruption dans tous les domaines, y compris le domaine de la sécurité et de la défense. Et à la fin, enfin, ne pas oublier l'objectif réaliste, réduire significativement la corruption et non l'éradiquer. C'est très bien de vouloir l'éradiquer, mais à nouveau, ce n'est pas réaliste. Mais réduire significativement la corruption, c'est tout à fait possible. Et je dirais même que c'est tout à fait indispensable pour l'avenir de nos pays. Merci beaucoup. Ça a été long, mais j'espère que vous avez pu suivre et évidemment, tout à fait disposé à avoir une conversation avec vous, à voir aussi vos perspectives des différents pays sur l'évolution de la corruption, l'évolution de la lutte contre la corruption, parce que c'est vraiment ce qu'on voulait faire cet après-midi, avoir un échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles, pour la présentation très, très substantielle sur d'abord pourquoi la corruption est un des obstacles principaux à l'amélioration du bien-être des populations de la région, l'analyse économique des différents mécanismes de la corruption et enfin les différentes recommandations qui ont été formulées par Wati en 2016 pour justement lutter et réduire la corruption si on ne peut pas l'éradiquer définitivement. Alors, je rappelle aux participants qui nous ont rejoints qu'ils ont la possibilité d'intervenir directement. Il suffit juste de cliquer sur lever la main et nous allons faire le nécessaire pour activer votre micro et vous donner directement la parole, comme je l'ai rappelé, pour que vous puissiez vous aussi partager vos perspectives, avoir une discussion et poser des questions si vous le souhaitez. Alors, on avait un premier participant à la main levée, Paoli Béanzin. Je ne sais pas si vous souhaitez toujours prendre la parole. Oui, Paoli, allez-y. Pape, tu peux activer le micro de Paoli. Bonjour à tous. Bonjour. OK, je vois que vous m'entendez. Oui, je suis ravi de prendre part à cette discussion. Une discussion aussi riche comme d'habitude, comme Wati a l'habitude de le faire. Donc, je suis Pauli Béanzin, je suis
un ancien chargé de recherche à Wati et actuellement, je suis économiste de la santé. Euh, bon, j'ai deux sujets de discussion. Oui, j'ai là eu à présenter l'importance de mettre en place des systèmes de détection et des mécanismes de sanction. Et je trouverais aussi qu'il urge de mettre une sorte de mécanisme de double audit où même les auditeurs ont des auditeurs ou des contrôleurs qui pourraient également contrôler leur audit ou leurs travaux d'audit. Je me rappelle que au campus, au resto du campus, on avait une fraude au ticket resto. Et du coup, il y avait une partie des contrôleurs qui étaient chargés de s'assurer que les tickets étaient les bons. Et d'autres, dans une autre partie, on avait une sorte de contrôleur qui contrôlait les contrôleurs. Donc, ce qui a fait que ce phénomène a été réduit d'une certaine manière. Donc, je pense que c'est aussi des pistes à explorer. Et oui, je voulais aussi parler du coût de la suppression de la corruption. Je pense qu'il serait bien d'encourager la motivation financière, surtout dans les cas de dénonciation. Je vois que vous avez tenu compte de cela. Je parle de la dénonciation dans la piste 3, je crois, ou oui, la grande ligne, la grande recommandation du Mataki, où il est bien de mettre en place un système informatisé, mais je me dis, ce serait aussi bien de rémunérer d'une manière peut-être matérielle, morale, ou peut-être financière, ceux qui dénoncent les cas de corruption. Parce que c'est un peu comme le dilemme du prisonnier quand on parle de la théorie des jeux en économie. Le fait de dénoncer son prochain ou de dénoncer des actes de corruption pourrait aussi contribuer d'une certaine manière à réduire la corruption. Et lorsque nous finançons ou bien lorsque nous rémunérons cela, je pense que c'est aussi un moyen d'attiser les gens ou bien d'attiser cette soif de voir les choses se faire de manière correcte. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, une dernière préoccupation, hein, très vite, je ne vais pas monopoliser la parole. On a parlé du coût de la corruption. Effectivement, Gilles a mis, a mis en exergue le fait que la partie efficacité est souvent la plus visible et celle qui attire le plus d'attention, mais il faut aussi penser à la distribution, les incitations, la vie politique. Mais je voudrais aussi ajouter qu'il y a cette partie qu'on n'évalue pas dans le coût de la corruption. Ce sont les pertes sociales. Lorsque je suis un villageois et que j'ai ma femme enceinte et que je dois me rendre dans le poste de santé le plus proche qui se situe peut-être à 20 kilomètres et qui n'a même pas une infrastructure routière pour que je me rende à ce poste à cause de la corruption et que peut-être également à ce poste de santé, il n'y a pas les équipements nécessaires pour l'accouchement de ma femme, alors qu'un budget a été décaissé, voté, décaissé. Je pense qu'il y a aussi cette partie de la corruption qui n'est pas prise en compte. Donc, je voudrais savoir si vous avez des pistes d'action, de solutions pour prendre en compte cet aspect du coût de la corruption. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paoli. Alors, on va prendre une autre intervention d'un participant avant de redonner la parole à Gilles pour les réponses. On a la main levée de M. Florent Wessino. Tu peux activer le micro de M. Florent, s'il te plaît, Pape. En attendant que ce micro-là soit activé, oui, allez-y, M. Florent. Oui, allez-y. Votre micro est activé, mais on ne vous entend pas.
Alors, en attendant que le souci de micro soit réglé avec Monsieur Florent, on a une question dans le chat, Gilles, qui demande, au-delà des initiatives qui sont mises en œuvre au niveau national, est-ce qu'au niveau régional, avec les institutions, des organisations régionales, est-ce qu'on a des initiatives qui sont prises, qui sont mises en œuvre, et quel est le niveau d'efficacité de ces organisations-là, de ces initiatives dans la lutte contre la corruption? Peut-être écouter les éléments de réponse avant de revenir aux participants. OK, merci Mariam, merci à nouveau déjà pour ces questions. Content de retrouver Paoli, un ancien de Wati, également dans la discussion. Peut-être sur le dernier élément, hein, sur la question des organisations régionales. Oui, il y a des dispositifs, mais c'est surtout des dispositifs normatifs. Bon, comme il y a aussi une convention au niveau international de lutte contre la corruption, d'ailleurs, c'est celle qui a donné naissance à la Journée internationale de lutte contre la corruption. Et donc, vous avez des organisations régionales qui ont des cadres. La CEDEAO a voilà, un cadre normatif, pas nécessairement sur la corruption en tant que telle, mais une des agences de la CEDEAO, qui est le GIABA, qui travaille sur le blanchiment d'argent, c'est quand même directement connecté, évidemment, à la question de la corruption. Donc, tout ce qui concerne la lutte contre les flux illicites, les flux financiers illicites, qui sortent notamment des pays, et tout ce qui concerne le blanchiment d'argent de la corruption, comment ensuite, disons, investir dans d'autres activités, hein, dans le procédure classique de blanchiment, c'est, par exemple, du ressort du GIABA, donc qui fait un travail intéressant, discret, mais intéressant. Et vous avez aussi ces cellules, je ne maîtrise pas très bien, à nouveau, je ne suis pas un spécialiste précis des dispositifs, notamment nationaux, mais vous avez vraiment des commissions sur l'information financière, l'équivalent des CENTIF, qui repèrent aussi les transactions les plus importantes et qui peuvent les signaler, et notamment, donc, on fait des enquêtes lorsqu'il y a des flux financiers importants qui sont observés, notamment au niveau bancaire. Donc, vous avez des dispositifs, mais là, je dirais que sur beaucoup de questions, les organisations régionales ne me semblent pas pouvoir être des substituts à ce qui doit être fait au niveau national. Notamment, lutter contre la corruption, ça commence vraiment par de la prévention, comme je l'ai dit, et ça commence par le fait de rendre les possibilités, disons, de corruption beaucoup plus difficiles. Et ça, c'est vraiment au niveau national que ça peut se faire. Ce n'est pas au niveau régional que ça peut se faire. Au niveau régional, ce qui est intéressant, c'est effectivement de repérer les transactions des flux qui sortent et de pouvoir effectivement détecter du blanchiment d'argent. Et ensuite, évidemment, les liens avec la grande criminalité organisée, trafic de drogue, etc. Parce qu'il y a tout cela est lié, j'ai parlé de la corruption, mais dès lors qu'on a des systèmes de corruption, des pays très corrompus, des États de fait très corrompus, des agents de l'État très corrompus, ben, vous avez aussi le risque évidemment que le crime organisé s'installe confortablement. Le trafic de drogue génère beaucoup d'argent. Donc, si vous avez par exemple un système de défense et de sécurité des militaires qui sont très corrompus, qui contrôlent par exemple aussi des pistes d'atterrissage, vous avez dans quelques pays de la région documenté parfois voilà, des militaires qui ont sécurisé des transactions de drogue. Hein, donc, évidemment, vous voyez les liens aussi entre le fait d'avoir des États corrompus et le fait d'avoir finalement réellement des États qui sont totalement infiltrés par le crime organisé. Et là, vous avez des dispositifs régionaux qui peuvent être pertinents. Mais à nouveau, le travail, je pense, au niveau national reste extrêmement, extrêmement important. Sur les observations de Paoli, totalement d'accord. Je pense qu'il parlait au fond d'un double niveau de contrôle. Hein. Lorsque vous avez des contrôleurs qui contrôlent les contrôleurs, vous avez deux niveaux de contrôle. Et je pense que oui, c'est tellement, si on admet que c'est un problème grave et qu'on identifie un secteur ou des institutions qui sont particulièrement vulnérables ou parce que les fonds qui sont à disposition sont très importants, je pense que ça vaut le coup d'avoir effectivement un double niveau de contrôle. Après, je pense qu'il faut, pour que ce soit pertinent, il faut que ça ne doit pas être le même type de contrôle. Et ça ne doit pas être, si on a un contrôle interne, le deuxième niveau doit être un contrôle plutôt externe. Et donc, il faut aussi
anticiper les possibilités que vous ayez 2 niveaux de contrôle qui vous coûtent plus cher et que finalement les 2 niveaux de contrôle soient corrompus. Et si vous avez les 2 niveaux de contrôle qui sont corrompus, plus les agents eux-mêmes, ben, finalement, vous ne réglez pas le problème ou vous avez dépensé encore plus. Donc, je pense qu'au-delà du double niveau de contrôle, c'est vraiment la manière dont on organise ce contrôle qui va être très important. Et le fait, par exemple, là, au niveau des contrôleurs, de dire, ben, en fait, c'est un travail qui est extrêmement sensible. On veut s'assurer que vous-même, vous n'êtes pas corrompu. Et par exemple, on a un mécanisme de déclaration des revenus de ces contrôleurs. Hein, à un certain niveau, ben, on s'assure que les contrôleurs ne vont pas avoir aussi un niveau de vie qui va monter de manière spectaculaire. Et ça, on peut le mettre en place si on le souhaite. Sur la rémunération des dénonciateurs de la corruption, je pense que ça aussi c'est intéressant. Alors, je n'ai pas montré parce que je ne voulais pas être trop long. Dans les visuels vers la fin de la présentation, il y a des éléments, alors pas forcément pour ceux qui vont dénoncer la corruption, mais même pour les agents publics, dans la logique d'une réflexion sur les ressources humaines des États, il me semble être important de voir comment est-ce qu'on peut avoir une sorte de prime à l'honnêteté, de prime à l'intégrité. Et ça, on peut tout à fait le mettre en place, c'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement, les fonctionnaires évoluent pas seulement sur la base de leurs compétences, de leurs résultats, mais qu'on intègre aussi, au fond, leur intégrité. Et c'est complexe, mais ça peut se faire. Et c'est effectivement une sorte d'incitation positive qu'on donne aux agents les plus honnêtes. Et évidemment, on peut imaginer qu'on élargit cela à ceux qui dénoncent effectivement des faits de corruption. Mais oui, je pense que l'idée, en tout cas, qui se repose sur les incitations, c'est l'idée vraiment de base de toute l'analyse économique ici de la corruption. Je pense qu'elle est très bonne parce qu'au fond, les gens répondent aux incitations qu'on leur donne. Si vous voulez encourager l'intégrité, ben, il faut créer des incitations à l'intégrité. Si vous n'en avez pas, ben, en fait, les gens se disent, ben, si je suis corrompu, je gagne de l'argent pendant tout et je continue à monter en carrière et j'ai une retraite et rien ne se passe. Si je suis honnête, ben, je gagne exactement, enfin, je gagne juste mon salaire et puis ben, j'évolue très peu et finalement, je meurs en étant honnête, mais fondamentalement, en voyant quand même mes collègues qui ont une vie beaucoup plus agréable et donc, quand même, un moyen de changer ça, c'est effectivement d'avoir des incitations à l'intégrité. Et je pense qu'on peut réfléchir à cela. Alors, ce n'est pas forcément de l'argent. Je pense qu'il y a une organisation à Country Lab au Mali et dans quelques pays qui fait une sorte de compétition chaque année où on a une sorte de prix pour le fonctionnaire le plus honnête. Ce sont aussi des moyens, d'une certaine manière, de gratification qui peuvent être intéressants. Mais évidemment, ça ne doit pas être porté seulement par des organisations, des ONG, mais ça pourrait être intégré dans des systèmes de rémunération des fonctionnaires. Et dernier élément sur les pertes sociales, je pense que l'exemple que Paoli a donné est très intéressant. Alors oui, c'est social, mais lorsque je parlais des conséquences sur la santé, c'est exactement ça. Ou si vous avez des équipements qui sont détournés, de l'argent de la santé qui est détourné, qui n'équipe pas les dispensaires ou les maternités, vous tuez des gens, littéralement. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment dans des campagnes d'information qui ne doivent pas juste être ponctuelles, dans le système éducatif, à l'école, on doit faire en sorte qu'on ait une vraie démonstration du coût de la corruption. Ce n'est pas quelque chose de théorique, mais qu'on donne des exemples concrets comme celui qu'il a donné. Et je pense que si on le fait de manière systématique, là, les gens vont se rendre compte que ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Lorsqu'on entend 5 milliards détournés ou 100 milliards détournés des fonds Covid, ce n'est pas quelque chose juste de théorique. Ça a un impact concret. Donc, je pense que c'est vraiment les exemples très simples qui peuvent permettre de mobiliser davantage l'ensemble de la collectivité dans la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, Gilles, pour ces éléments de réponse. Alors, on va enchaîner avec les autres questions qui sont dans la box questions-réponses. On a une question de Florent qui n'a malheureusement pas pu prendre la parole. Il dit qu'au Bénin, qu'il y a la Maison des médias du Bénin qui a un pool d'investigateurs qui a fait un travail remarquable sur des sujets de corruption majeure, mais que c'était des projets qui étaient liés à des financements par des organismes internationaux, des organisations étrangères, et que maintenant que ces organisations-là ne renouvellent pas les projets, les financements par rapport à cela, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et
quelle réponse étatique doit être attendre lorsque la cellule gouvernementale de contrôle est désormais rattachée à la présidence de la République au Bénin? Merci beaucoup. Bon, question facile alors évidemment, il faudrait connaître à nouveau précisément les cas de chaque pays. Ce n'est pas le cas. Donc, sur le Bénin, sur celui de contrôle rattaché à la présidence, mais on voit bien l'idée et on voit à la fois l'avantage que ça peut avoir d'avoir, disons, une structure de contrôle qui est au niveau le plus élevé, au niveau d'une présidence, en se disant que si le leadership politique est réellement très engagé dans la lutte contre la corruption, ben, il peut effectivement avoir un impact très fort lorsqu'il a lui-même, au fond, lorsque la cellule principale de contrôle est rattachée à la présidence. Ça peut être plus efficace et vous pouvez donner une autorité plus forte, finalement, à ceux qui sont en charge de la lutte contre la corruption et les malversations dans l'appareil d'État. Mais on voit bien évidemment la faiblesse. Ça veut dire aussi que parce que c'est rattaché à la présidence et à l'exécutif, bah, ceux qui pourraient être protégés, qui pourraient être proches de l'exécutif ne seront pas touchés. Et là, ça permet de mentionner là aussi, je pense, le risque d'avoir de la fausse lutte contre la corruption. Et ça décrédibilise la lutte contre la corruption. Le fait d'utiliser fondamentalement la lutte contre la corruption comme un outil politique de neutralisation de ses adversaires, parfois interne, on voit bien que ça décrédibilise en fait aux yeux des citoyens la lutte contre la corruption. Je dois dire que je pense par exemple au Cameroun, avec qui a quand même les fameuses opérations Épervier depuis très longtemps, des opérations où des hautes personnalités politiques ont été arrêtées, certains pendant des dizaines d'années, certains sont toujours en prison. Qui donne le signal que oui, on lutte contre l'impunité, mais dès lors qu'on a le sentiment que d'autres personnes y échappent, ça donne plutôt l'impression pour les citoyens qu'il ne s'agit pas d'une vraie lutte contre la corruption, mais qu'il s'agit essentiellement de neutraliser des gens qu'on veut neutraliser, mais qui sont effectivement corrompus souvent, mais évidemment, il y a d'autres qui sont tout aussi corrompus, voire plus corrompus, qui sont pas touchés, et ça décrédibilise à nouveau totalement la lutte contre la corruption. Et je pense que oui, l'autre question de Florence était sur le financement extérieur de projets, notamment de soutien aux médias d'investigation. C'est un vrai souci, c'est une très bonne question. Ça souligne de manière générale la logique des projets, la logique de l'aide au développement dans tous les domaines, y compris dans le domaine donc, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Je crois qu'il faut qu'on intègre que on ne peut pas faire les changements que nous voulons dans nos pays en se reposant sur du financement extérieur. Évidemment, lorsqu'il est disponible, on en a besoin et on fait avec, y compris à Wati. Évidemment, on a besoin de ressources pour faire des choses, mais je crois qu'on doit être capable de faire des choses même lorsqu'on a moins de ressources ou lorsqu'on n'en a pas. On ne peut pas faire les mêmes choses avec les mêmes ambitions, mais on peut faire les choses peut-être différemment avec, voilà, des approches beaucoup plus austères qui vont coûter moins d'argent, mais qui vont quand même permettre de continuer le travail. Sur cette question en particulier de la corruption, ça ne peut pas être seulement piloté par du financement extérieur, de l'accès à du financement extérieur. C'est une question, si elle est vitale pour l'avenir de nos sociétés, pour la sécurité, on doit considérer que ça demande un engagement fort et ça demande de nous adapter effectivement parfois à l'absence de financement suffisant. Mais c'est une vraie question qui est posée et j'espère qu'effectivement, le fait de ne pas avoir un financement projet pendant quelques années ne va pas empêcher des journalistes d'investigation qui ont été formés, qui ont les outils, de continuer leur travail. Merci beaucoup, Gilles. Alors, la prochaine question est posée par Jean-Patrice Poirier. Il demande si la lutte dans les pays du Nord contre les biens mal acquis, si cette lutte-là a un effet positif pour diminuer la corruption dans les pays africains. Je ne suis pas sûr, évidemment, c'est difficile de le savoir. D'abord parce que la lutte contre les biens mal acquis, notamment en France, où le terme de lutte contre les biens mal acquis a été popularisé par des poursuites contre quelques chefs d'État et leurs familles. D'abord, ça concerne malgré tout quelques pays.
très peu de pays, notamment d'Afrique centrale, Gabon, Congo, Brazza, je pense Guinée équatoriale. Donc, ça reste un noyau de pays assez limité. Et effectivement, ben, c'est des personnalités de très haut niveau, fils de président, famille des présidents. C'est sûr que ça donne un signal qui est positif du point de vue de la lutte contre la corruption, mais je pense que l'opinion publique dans les pays concernés, de manière générale en Afrique, ben, se pose aussi là aussi la question de la possible instrumentalisation politique de la lutte contre la corruption, y compris par des acteurs extérieurs et notamment par la France. Donc le fait de dire, voilà, peut-être qu'on cible ces quelques personnes ou ces quelques pays parce que les relations se sont détériorées, finalement, alors qu'il y a d'autres pays où il y a aussi des biens mal acquis et finalement, on ne fait rien. Donc, il y a toujours cette suspicion, au fond, de deux poids, deux mesures et d'une lutte contre la corruption, y compris au niveau international, qui n'est pas uniforme partout. Mais je pense à nouveau que le signal est quand même positif. L'autre question que les opinions se posent, c'est la question de, ben, une fois qu'on a identifié les biens mal acquis, est-ce que l'argent revient au pays? Sous quelle forme l'argent revient? Et on sait que dans ces cas précis, ça prend quand même beaucoup, beaucoup d'années avant d'avoir de l'argent détourné, donc qui revient dans les pays. Et dire aussi que d'ailleurs, souvent, ça revient sous forme d'une forme un peu comme de l'aide au développement. Et donc, ce n'est pas vraiment qu'on rembourse, enfin, on redonne de l'argent au pays qui en fait ce qu'il veut. On le lui renvoie sous la forme de projets d'aide au développement. Et donc, une partie de l'argent, en réalité, n'est pas tout à fait contrôlée par le pays. Donc, je crois qu'évidemment, il y a toutes ces questions qui sont sur la table. Mais ça me semble être en tout cas un élément finalement assez parcellaire, hein, finalement, dans la lutte contre la corruption et les biens mal acquis, parce que, à nouveau, c'est quelques cas emblématiques et je ne suis pas sûr que ça change nécessairement au niveau interne les calculs de ceux qui sont au pouvoir. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui dans le monde où on peut envoyer de l'argent et donc le fait d'avoir finalement dans des pays comme la Suisse, qui pendant très longtemps était le refuge de ces biens mal acquis et d'autres pays européens, bah, aujourd'hui, dans un monde qui est beaucoup plus complexe sur le plan financier, bah, on va placer de l'argent à Dubaï, on va placer de l'argent à Hong Kong. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où les gens qui sont riches et qui peuvent se payer des conseillers financiers peuvent placer de l'argent sans beaucoup de risques. Merci beaucoup, Gilles. Alors, on était censé terminer à 16h30, mais je vois qu'il y a encore une main levée. On va donner la parole à... On va écouter Batraoré. Oui, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Marème, merci à Gilles pour l'organisation, mais aussi les détails tout au long de la discussion. Alors, peut-être un commentaire sur le poids social sur la corruption, parce qu'on a dans nos sociétés, il y a souvent le poids social, mais aussi la pression. Le poids où c'est la famille qui vous incite à pratiquer la corruption, où souvent on est face à des grandes familles dans la plupart de nos sociétés, où c'est celui qui gagne le plus, qui contribue le plus dans la famille. Donc dans ce cas, on se retrouve peut-être dans une situation où on est la seule personne qui travaille ou qui a des revenus élevés. Donc, dans ce cas, lorsque c'est vous qui faites tout, vous êtes tenté à être corrompu. Mais cela n'explique pas aussi la corruption parce que, comme vous l'avez dit, l'intégrité est individuelle et tout. Et bon, pour reprendre la pensée de Sédou Badjan, qui disait que pendant la Première République du Mali, les gens avaient honte de voler. Et pendant la Deuxième République, on avait peur de voler sous le régime militaire. Mais aujourd'hui, avec la démocratie, on n'a ni honte et ni peur, ce qui explique aussi la banalisation de la corruption. Alors, pour terminer avec la question,
je vais prendre le cas du Mali que je connais peut-être le mieux. On a au Mali le bureau du vérificateur général, on a l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, l'OCLEI, on a le CENTIF dont Gilles a mentionné, et avec l'adoption de la nouvelle constitution, on aura la Cour des comptes. Mais malgré tout cela, on a de plus en plus de corruption. Alors, Gilles, au-delà de mettre en place les mécanismes, quelles peuvent être des solutions concrètes qu'on peut apporter, que ce soit au niveau de l'État, mais aussi au niveau des populations pour lutter efficacement, pour réduire, on va dire, la corruption. Merci. Merci beaucoup, Ba. Alors, on va prendre les deux dernières interventions avant de redonner la parole à Gilles pour répondre et conclure. Il y a M. Malik Diawara qui a la main levée. Merci beaucoup, Gilles, pour cet exposé extrêmement brillant et extrêmement intéressant. Alors moi, ma question, c'est le rôle des médias dans la prévention de la corruption à travers les explications sur ses effets dévastateurs multiples sur les plans humains, économiques et autres, n'est-il pas à prendre en compte, à votre avis, pour obliger à approcher de manière différente leur programme? L'idée, sans être ennuyeuse, serait de montrer combien le civisme dans une logique Ubuntu est notre meilleur allié pour ensemble relever la majeure partie des défis qui nous assaillent. En fait, l'idée que j'ai en me posant cette question, c'est justement de penser je dirais, au parallèle entre les relations entre les personnes de manière traditionnelle et les exigences du respect des procédures institutionnelles. Puisque d'un côté, on rend service à quelqu'un de la famille, c'est aussi une forme de corruption parce qu'on outrepasse, on va dire, une procédure. Et de l'autre côté, on a un chemin particulier à respecter et qui est pareil pour tout le monde. Donc, c'était ça ma question. Merci beaucoup, M. Diawara, pour la question. Alors, on a une dernière question, Gilles, de Augustin Segda, qui demande quel type de coopération judiciaire peut aider les pays de la région à lutter efficacement contre la corruption. À titre d'exemple, la justice burkinabé a demandé à la partie marocaine d'appliquer une décision de justice en faveur de Burkinabé, et la partie marocaine a complètement refusé en disant d'exécuter ces décisions serait un trouble à l'ordre public. Donc, oui. Quel type de coopération judiciaire mettre en place pour aider les pays? Donc, je crois que c'était la dernière question que nous avions. Nous n'avons plus de main levée dans le chat, donc tu peux directement répondre aux questions et aller vers la conclusion. Merci. Merci beaucoup, Mariam. Oui, beaucoup de questions très intéressantes. Je commencerai peut-être par la dernière, sur la coopération judiciaire et le cas qui a été mentionné. Bien sûr, c'est important d'avoir la coopération judiciaire, mais évidemment, la coopération entre les États, elle est difficile, elle dépend des liens entre les États, elle dépend des accords qui ont été signés, elle dépend aussi, il y a toute une dimension politique très forte. Donc, il n'y a pas de solution, je pense, miracle à trouver, parce qu'à nouveau, c'est vraiment d'État à État. Et on voit bien que dans beaucoup de cas, parfois emblématiques, il y a beaucoup de mal à faire appliquer cette coopération. Et bon, je pense que dans le cas du Burkina, à nouveau, il y a je pense que on est aussi là, la commémoration de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo au Burkina. Et sur cette affaire, par exemple, on a encore beaucoup de mal à faire revenir au Burkina le principal présumé, en tout cas accusé dans cette affaire. Donc oui, je pense que ça, ce sont vraiment des relations d'État à État. C'est difficile, il n'y a pas de solution miracle. Mais par contre, ça me permet de dire aussi que ces cas sont importants, bien sûr, mais par rapport à la lutte contre la corruption de manière générale dans un pays et des enjeux, on voit bien que c'est quand même pas que ce n'est pas le plus important, mais ce n'est qu'une petite partie de la question. Parce qu'à nouveau, on arrive au niveau judiciaire que lorsqu'on a
détecter lorsqu'il y a, voilà, on a vraiment un cas précis et qu'on arrive au niveau de la justice et que là, on doit travailler évidemment sur les institutions judiciaires. On a un gros problème au niveau de l'indépendance de la justice, mais je dirais aussi de la compétence, parce qu'on se concentre parfois sur l'indépendance et on oublie qu'au fond, la faiblesse de la justice n'est pas seulement l'indépendance par rapport au pouvoir exécutif, mais c'est aussi notamment la corruption des institutions judiciaires. Donc, toutes ces questions liées à la justice sont importantes. Mais je crois que dans la grande question de comment est-ce qu'on réduit la corruption dans un pays, il ne faut surtout pas oublier que la première phase, c'est vraiment la prévention et ça ne concerne pas la justice, c'est comment est-ce qu'on bloque, comment est-ce qu'on réduit les opportunités de corruption. Sur la question de Malik Diawara sur les médias, je pense le rôle qu'ils peuvent jouer également. Il y a vraiment un rôle très important. J'ai parlé de la presse dans la présentation. Il y a le rôle vraiment des journalistes d'investigation, je pense, qui est crucial. On n'a pas suffisamment de journalistes d'investigation dans les pays africains, mais à nouveau, c'est extrêmement difficile. Je sais qu'au Ghana, par exemple, il y a un lanceur d'alerte, qui est un journaliste qui a fait des enquêtes très, très osées sur la corruption et qui le fait de manière anonyme, obligé, au fond, de se cacher parce que c'est extrêmement dangereux. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire de formation, de protection, mais partout, c'est difficile. Hein. Il y a dans les pays d'Europe de l'Est, à Malte, enfin, dans plein de pays, il y a des journalistes qui se sont fait assassiner parce qu'ils faisaient des enquêtes sur des questions d'argent. Donc, ça reste une question délicate, mais c'est le rôle des médias important. Je crois que dans le volet éducatif, dans le volet sensibilisation, qui me semble être très important aussi, souvent quand on parle de sensibilisation, on a tendance à dire, voilà, bon, c'est des séminaires, ça ne sert à rien. Je crois que c'est vraiment le seul moyen de créer une demande forte de réduction de la corruption, c'est celle qui peut passer par les citoyens. Et là aussi, les médias ont un rôle très important à jouer. Mais la question de la faiblesse des médias aussi et du contrôle économique et politique parfois des médias, évidemment, on ne pourra pas en discuter aujourd'hui, mais c'est aussi une contrainte forte au rôle des médias dans la lutte contre la corruption. Si les médias eux-mêmes sont dépendants de forces économiques et de forces politiques qui sont corrompues d'une certaine manière, c'est très difficile pour ces médias de faire le travail qu'il faut dans ce domaine-là. Sur Théophane qui parlait de mécanismes traditionnels, moi je vois bien l'idée de se dire en fait les gens sur le continent ont peut-être plus peur de la sanction comment on va dire ça, des ancêtres ou des bannes des ancêtres ou en tout cas celle de la religion simplement, de dire voilà, effectivement, on prête serment sur le Coran ou sur la Bible ou sur les mains des ancêtres parce qu'on estime qu'il y a là quelque chose qui est peut-être beaucoup plus puissant que des mécanismes institutionnels. C'est possible, mais j'ai un peu tendance à dire si les chefs d'État le font et qu'on n'a pas toujours le sentiment que ça les rend totalement imperméables à la corruption ou ça ne les rend pas déterminés dans la lutte contre la corruption. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus efficace au niveau local, au niveau des responsables de la délivrance des services publics. Mais j'ai tendance à dire qu'on doit être créatif et si dans un endroit donné, dans un pays donné, on a le sentiment que les gens ont vraiment peur d'une certaine manière de cette sanction un peu immatérielle dans des pays où il y a des croyances traditionnelles très fortes, etc. Oui, on peut tout à fait l'utiliser, on peut le tester, on voit si ça marche. Et pourquoi pas d'une certaine manière. Donc, je ne ferme pas la porte à cela, je pense qu'on peut le tester et voir si ça réduit la corruption. Et c'est intéressant parce que, à nouveau, ça n'a pas besoin d'éliminer la corruption pour que ce soit une bonne mesure. Ça a juste besoin de réduire. Et donc, effectivement, si on fait prêter serment à des gens, peut-être que ça va renforcer le coût moral, ce que j'ai appelé tout à l'heure, le coût moral de la corruption. Et ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le tester. Je pense que c'est une réflexion intéressante à poursuivre.
Alors, sur les observations de bas, très intéressantes aussi, sur le poids de la famille. Lorsque je parlais du contexte culturel, de ces relations familiales, c'est un élément déterminant, je pense, dans les sociétés africaines, qui rend difficile la lutte contre la corruption. Je veux dire, d'une certaine manière, en Suisse ou en Norvège ou en Suède, c'est sûr que le type de relation qu'il peut y avoir, la manière voilà, de se relier à l'autre, elle est différente et il peut y avoir une séparation beaucoup plus claire entre la sphère publique et la sphère privée et le fait d'une véritable rigidité dans l'application des règles qu'on peut difficilement avoir peut-être dans nos sociétés. Et la pression familiale est un élément très, très concret, très, très réel. Mais je pense, et parce que Ba a parlé d'intégrité, pour moi, l'un des messages vraiment importants de l'analyse économique, hein, que je ne fais que relayer, mais qui me semble être pertinent, c'est de ne pas avoir une vision fondamentalement morale de la question, pas exclusivement morale de la question de la corruption. À nouveau, se dire que placés dans la même situation, avec justement la même pression familiale, avec des niveaux de salaire extrêmement faibles et avec une offre finalement de corruption très importante, est-ce qu'on est sûr individuellement tous qu'on résistera? Et est-ce qu'on est sûr qu'on résiste à 5 500 000 francs? Est-ce qu'on est sûr qu'on résiste de la même manière à 1 milliard de francs CFA? Je pense que le fait de penser en termes de comportement microéconomique, c'est vraiment ça. On n'est pas sur le terrain moral, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on réduit la corruption, comment est-ce qu'on augmente le coût moral de la corruption. Et effectivement, ben, on peut trouver des moyens par la sensibilisation pour faire en sorte que finalement, les enfants, par exemple, à l'école, si on a un programme constant de sensibilisation au bien public, de sensibilisation à l'intérêt général, si on explique aux enfants à quel point ben, tout vol d'argent public peut tuer des bébés, peut tuer des personnes dans les villages, etc. Ben, en fait, on va voir que ce va être les enfants qui vont probablement mettre la pression d'une certaine manière psychologique sur leurs parents. Et ça, c'est des moyens qui peuvent être tout à fait efficaces. Et ça veut dire, on n'est pas en train de dire, voilà, il n'y a que des malhonnêtes qui sont corrompus. On est en train de dire, ben, en fait, on doit créer les conditions pour que la corruption ne soit pas le choix privilégié par les individus et on peut le faire par différents types de mesures. Si on reste seulement dans l'approche morale, je crois qu'on se voile la face, on ne voit pas la réalité qui consiste à dire que dans certains contextes, ben, il est extrêmement difficile dans un environnement extrêmement corrompu de rester honnête. C'est ça la réalité et c'est à partir de cette réalité-là, je pense qu'on peut penser les mesures de lutte contre la corruption. Un point aussi sur toujours Ba, qui a mentionné le cas du Mali, un peu rapidement la question de la démocratie, puisqu'on disait que voilà, avant, à un moment on avait honte, à un moment on avait peur, et sous la démocratie, on n'a plus ni honte ni peur d'être corrompu. Je pense que ça ramène à la question du lien entre démocratie et corruption, sur laquelle, évidemment, il faut faire attention, surtout en ce moment où on remet en cause le principe démocratique. Je crois qu'il faut reconnaître, on n'a pas abordé ce sujet dans cette discussion, mais c'est un sujet très important, le lien entre le fonctionnement politique et notamment en démocratie, passant par l'élection, et la corruption. C'est vrai qu'il y a dans des démocraties ancrées dans le jeu électoral, il y a des incitations à la corruption, notamment à travers le financement des activités politiques, le financement des campagnes électorales. Et je renverrai à la discussion qu'on a eue avec Olivier de Sardan du Niger il y a quelques mois. C'est clair, il faut penser les réformes politiques et institutionnelles par rapport aussi à leur impact sur la corruption. Et en démocratie, avec la compétition pour le pouvoir, avec l'élection, ben, on voit tout de suite apparaître
le besoin de financer à nouveau l'activité politique, la possibilité d'acheter le vote des électeurs, et on voit bien que le soutien dont on peut bénéficier, les acteurs politiques bénéficient pour financer leurs activités politiques, il vient de quelque part, il va venir d'acteurs économiques, de commerçants, etc. Évidemment qu'ils ne le font pas simplement par générosité, qui vont ensuite obtenir des marchés. Donc, on est vraiment dans des mécanismes directement liés à la corruption et à nouveau, cela renvoie, je pense, à nos travaux et à nos débats, nos discussions sur la question des changements constitutionnels et de manière générale des réformes institutionnelles dans les pays de la région. On doit, lorsqu'on pense ces changements institutionnels, intégrer la lutte contre la corruption dans les objectifs qu'on doit se fixer. Malheureusement, lorsque je prends le cas du Mali, par exemple, dans l'élaboration de la nouvelle constitution, et on voit ça dans d'autres pays, par des pouvoirs qui ont beaucoup dénoncé la corruption des régimes précédents, on n'a pas vraiment l'impression d'un changement de fond dans les dispositifs de renforcement des institutions qui luttent contre la corruption. C'est bien d'avoir une cour suprême, une cour des comptes, mais je pense que le vérificateur général, par exemple, au Mali, jouait un rôle très important. Les rapports du vérificateur général sont très documentés, très intéressants, ils sont publics. C'était très inspiré, je crois, du modèle canadien d'avoir un vérificateur général. Et je crois que ce type d'institutions, on doit les mettre dans la Constitution. Je crois que plus on met des institutions de ce type dans une Constitution, plus on peut aussi travailler sur leur composition, travailler sur les moyens de les rendre vraiment indépendantes. Et donc, je crois que les institutions de contrôle des comptes, on doit passer beaucoup plus de temps dans l'élaboration de leur mode de composition, de l'autonomie de leur budget, de manière à ce qu'elles puissent jouer leur rôle. Parce qu'au fond, même si vous avez des citoyens qui sont mobilisés, c'est bien d'avoir des institutions intermédiaires qui vont pouvoir réellement relayer les préoccupations des citoyens et qui vont contrôler vraiment l'action publique. Et l'exemple que je donnerais aussi, c'est l'Afrique du Sud. Bien sûr, niveau de corruption important, mais vous avez eu en Afrique du Sud des présidents, etc., qui doivent se justifier. Donc, évidemment, ils réussissent parfois à s'en sortir, mais il y a une véritable capacité à activer des institutions prévues dans la Constitution qui vont en faire leur rôle, qui vont jouer leur rôle, parce que ces missions sont très claires dans la Constitution, parce que leur composition est précisée et de manière à ce que les gens qui dirigent ces institutions ne soient pas au service notamment des chefs de gouvernement. Donc, réponse institutionnelle et à nouveau, pas seulement une approche morale visant nécessairement à identifier ou à pointer la malhonnêteté des individus. Oui, je pense que c'était un peu l'essentiel des points qui avaient été soulignés. Je ne sais pas si j'en ai oublié. C'est l'essentiel des points. On a une dernière question de Florent qui parle de la Cour de répression des infractions économiques. Si tu penses que cette cour-là participe à l'éducation citoyenne contre la corruption et si ces décisions ne sont pas plus craintes que curatives. C'est la dernière question. Oui, merci. C'est une très bonne question aussi pour terminer. Je parlais tout à l'heure je dirais, du mauvais service qui pourrait être rendu à la lutte contre la corruption lorsque on a le sentiment qu'elle peut servir à des fins politiques, de neutralisation d'adversaires, etc. Enfin, de manière plus générale, lorsqu'on a le sentiment que ça ne s'applique pas à tout le monde. Et parce que dès lors que ça ne s'applique pas à tout le monde, en fait, on est plus crédible si on estime que c'est vraiment l'objectif. Donc, je crois que la criette au Bénin, et on a des dispositifs un peu équivalents ailleurs. Bon, je rappelle que dans certains pays, des cours un peu équivalents, je pense au Sénégal, la CREI, ont plutôt été dissoutes parce qu'on estimait justement qu'elles ne correspondaient pas nécessairement au meilleur modèle. Et moi, ce qui me gêne au niveau de la criette, en particulier au Bénin, c'est à nouveau d'associer terrorisme et puis crime économique dans une même cour. Et je crois que le signal qui est donné n'est pas très clair. Et
Et on a à nouveau quand même beaucoup l'impression que ça peut être aussi activé et utilisé à des fins politiques. Et dès lors qu'il y a ce soupçon, à nouveau, le côté éducatif, justement, que vous soulignez de l'institution, on le perd. Parce qu'on n'a plus le côté éducatif, le côté signal qui est donné aux populations. On a plutôt le côté, ben voilà, c'est encore un instrument, finalement, une utilisation de la justice pour neutraliser qui on veut neutraliser. Même si, à nouveau, je ne dis pas, notamment dans le cas de la Criette, que les cas qui passent au niveau de cette cour ne sont pas de véritables cas de corruption et que les condamnations, effectivement, ne sont pas parfois tout à fait légitimes et méritées. Mais je dis qu'il y a quand même le soupçon, parce qu'il y a d'autres cas qui sont plus politiques, qui desservent la lutte contre la corruption parce que les gens n'y croient pas. Les gens pensent que ça ne s'applique pas à tout le monde et ça, c'est le cas dans beaucoup d'autres pays du continent où, bizarrement, on ne lutte férocement contre la corruption que contre des acteurs qui soit sont de l'opposition ou qui, à un moment donné, sont en tout cas en rupture ou sont critiques à l'égard des pouvoirs qui sont en place. Là, on a un affaiblissement de la crédibilité de la justice et ça, c'est extrêmement, extrêmement dangereux, je pense. Donc, voilà, c'est un peu ce que je peux dire sur ce dispositif. Et pour terminer, je pense que de manière générale, renforcer la justice, l'institution, les conditions de l'indépendance de la justice, plutôt que de créer des cours un peu d'exception, cela me semble être une approche beaucoup plus raisonnable. Et le côté éducatif, ça ne passe pas seulement par la justice, je le répète et on termine par ça. Le côté éducatif, c'est vraiment intégré partout dans les programmes scolaires, intégré partout, peut-être aussi à travers les médias publics et d'autres médias, le message du coût de la corruption, le montrer de manière très, très concrète que c'est en train de tuer littéralement nos sociétés. On n'a pas évoqué le cas de l'éducation. Lorsque vous avez de la corruption au niveau des diplômes, lorsque vous avez de la corruption dans les salles de classe, avec un certain nombre de faveurs, vous êtes en train de détruire le socle moral de nos sociétés et c'est vraiment un problème de fond. Donc, je crois que c'est vraiment cette approche-là qui peut être l'approche éducative la plus pertinente. Ça passe par la lutte contre l'impunité, mais ça passe aussi beaucoup par d'autres formes de mobilisation et par la création de coalitions informelles de personnes qui sont engagées dans la lutte contre la corruption. C'était l'un des visuels que je n'ai pas passé, mais c'est vraiment, on a besoin de coalitions et on a besoin d'une approche, je dirais, quasiment chirurgicale pour lutter contre la corruption en voyant à nouveau les dimensions qui ne sont pas exclusivement individuelles et morales. Merci beaucoup, Gilles. Alors, c'est sur ces mots-là que nous arrivons au terme de ce dialogue virtuel. Remercier tous les participants qui nous ont rejoints depuis 15 heures pour cette discussion et les personnes qui sont intervenues et toutes celles qui nous ont suivis depuis Facebook également. Rappeler que le Mataki, dont les éléments de présentation ont été faits par Gilles, est disponible sur notre site www.wati.org que vous pourrez télécharger et consulter. Également, tous les documents Watina Tribune sur la question sont disponibles sur notre site. Et vous invitez le mercredi prochain, le 20, à un autre dialogue virtuel sur la sécurité alimentaire, cette fois-ci avec le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Donc peut-être si Gilles a un dernier mot, vous remerciez encore et vous souhaitez à tous une excellente fin de journée. Non, on te remercie, Mariem, pour ta modération, remercier toutes les participantes, tous les participants à cette discussion. Peut-être aussi rappeler que, comme tous nos événements virtuels, ce dialogue sera disponible aussi sur la chaîne YouTube de Wati rapidement et que voilà, vous pourrez réécouter, vous pouvez partager avec ceux qui voilà, n'ont pas participé à cet échange et qui pourraient trouver cela utile. Et effectivement, la semaine prochaine, ce sera, je pense, le dernier événement virtuel de Wati en 2023 qui portera donc sur la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Ce sera plutôt un format table ronde avec donc plusieurs perspectives sur la réalité aujourd'hui de la situation alimentaire, de la production, mais aussi évidemment des défis d'accès des populations à l'alimentation. Donc, merci à nouveau à chacune et à chacun de vous et excellente fin de journée.